Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle matinale consacrée à la cybersécurité. Les cyberattaques sont en constante évolution et deviennent de plus en plus sophistiquées et dévastatrices. Les entreprises, les établissements publics, les gouvernements et les particuliers, aucune cible n'est plus épargnée. Si l'on s'en réfère au tout dernier rapport de l'ANSSI, l'une des attaques les plus classiques par ransomware a augmenté de 30% par rapport à 2022. La menace cyber devrait sans l'ombre d'un doute atteindre son paroxysme cet été avec les JO, olympiques tout court et paralympiques de Paris. Quelle stratégie adopter face à la cybermenace? Comment protéger son parc IT? Pourquoi intensifier la sensibilisation des métiers? C'est ce que nous verrons tout au cours de cette émission. Plusieurs experts et témoins viendront partager avec nous leur vision et leur expérience. Je vous rappelle par ailleurs que cette émission est interactive et que vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat. Nous commençons tout de suite avec notre keynote et notre premier invité. Anne Vendange, bonjour. Bonjour. Alors Anne, vous êtes cofondatrice et présidente d'Incognita, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Incognita, on peut dire les deux. Des quelques restes de latin. C'est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans la gestion de crise et notamment cyber. Avec une spécialité dans la crise cyber, absolument. Alors, je l'ai dit assez rapidement en introduction, on a aujourd'hui une explosion du nombre d'attaques cyber. On sait que l'année dernière, de très grands nombres d'hôpitaux ont été touchés. Ouais. Des mairies, des organismes publics, des entreprises, bien sûr. Pourquoi est-ce que la crise cyber, psychologiquement parlant, n'est-elle pas une crise comme les autres? D'abord, peut-être pour les gens qui nous écoutent, c'est important peut-être de préciser d'abord qu'Incognita, c'est un cabinet de conseil qui fait de la gestion de crise cyber avant tout avec le facteur humain. C'est-à-dire qu'on n'est pas un prestataire technique. Nous, on aide à gérer les humains dans la crise et la boîte et le business et comment est-ce qu'on continue. Alors c'est une crise comme les autres parce que comme les autres crises, il y a un événement qui arrive qui va mettre à mal l'entreprise, comme une crise médiatique, comme un accident de personne, comme un arrêt de la production, et on va devoir, en attendant que les techniciens puissent faire leur travail et le temps d'investiguer, il va bien falloir qu'on fasse quelque chose. On va pas se mettre en position fétale dans un coin en attendant. Et donc effectivement, il va falloir dire des choses aux salariés, dire des choses aux clients, il va falloir continuer à produire, essayer de limiter la casse au maximum et prendre des décisions qui vont être stratégiques. Et dans ce cadre-là, parce que c'est l'humain qui va, dans ce laps de temps, permettre à l'entreprise de continuer, eh bien, la crise cyber est une crise humaine, comme les autres, parce que c'est sur l'humain qu'elle a un impact. Si on imaginait un arrêt total de l'IT dans une entreprise et que ça n'avait aucun impact sur l'humain ou sur l'entreprise, on s'en ficherait, j'ai envie de vous dire. On aurait le temps de travailler pour reconstruire. Là, le vrai problème, en réalité, c'est qu'est-ce qui se passe pendant que tout est planté. Est-ce que, comme dans les autres crises, les premières minutes, les premières heures sont aussi cruciales? Elles sont absolument cruciales. Je dirais même les premières minutes, les 30 premières minutes sont absolument cruciales. Il y a des bons gestes à faire, effectivement. Il y a des bonnes pratiques à avoir. Une bonne réaction, c'est déjà émotionnellement descendre. Laisser la possibilité aux équipes IT de travailler, je vois des dirigeants qui sont, et des fois des fondateurs, qui ont une attache émotionnelle à leur entreprise. C'est les plus touchés, j'imagine. Évidemment, il y a un vrai impact psychologique. On travaille des fois, nous on travaille au long cours sur la crise, c'est-à-dire qu'on travaille jusqu'à la cicatrisation de la crise. Des fois, on fait des gestions de trauma avec des dirigeants derrière, qui ont du mal à ouvrir leur téléphone après tout ça. Ouais. Ça va jusque-là. Ouais, ça va jusque-là. Et donc, effectivement, il y a des gens qui voient leur vie partir à volo. Donc, leur entreprise partir à volo, qui se disent, mais mes salariés, mais comment est-ce que... Et ça peut partir très vite. Donc, ce qui va être important, c'est de pas se laisser, dans un premier temps, manager par sa propre émotion, ne pas mettre plus de pression qu'il n'y en a déjà sur les équipes IT, leur permettre de travailler, et puis rassembler dans une pièce les décisionnaires de l'entreprise, ceux, en tout cas, qui vont avoir quelque chose à dire, quelque chose à apporter dans la décision stratégique qu'on va prendre.
C'est quoi une bonne réaction, Anne, partant du principe où quand on a, l'exemple que vous connaissez, vous en avez certainement vécu certains, des DSI qui sont à l'autre bout du monde ou des RSSI à l'autre bout du monde, on les appelle, il y a une crise. Quelle est la bonne première réaction, si jamais il en existe une? Quelle est celle que vous préconiseriez à ceux qui nous regardent ce matin et qui se disent, bon, je vais péter les plombs, je vais tout couper? Oui, alors, la bonne première réaction, c'est d'abord de prendre l'information et les bonnes informations aux endroits où elles sont. C'est-à-dire sur les équipes en interne, évidemment, qui vont déjà avoir des renseignements, sur les prestataires externes qui vont faire de l'investigation, qui vont nous permettre de circonscrire et d'avoir les bonnes informations pour pouvoir agir. Et puis l'autre endroit où il va falloir aller prendre de l'information, c'est au niveau des décisionnaires de l'entreprise. C'est au niveau du dirigeant, c'est au niveau du directeur de production, par exemple. Qu'est-ce que, en pondérant la direction qui a besoin de prendre l'entreprise, les dangers de l'entreprise, les balances business humaine de l'entreprise, et de l'autre côté, la technique et les informations que je commence au compte-gouttes à avoir, en mettant ça, quelle décision moi je prends. C'est comme ça qu'on va arriver, en calmant le jeu émotionnellement, et surtout, on ne prend jamais une décision dans l'urgence. Dans les premiers instants, il va être hyper important de surtout ne prendre aucune décision stratégique. On va prendre le temps d'investiguer, de réfléchir, d'analyser ce qui se passe, mais pas seulement d'un point de vue technique, d'un point de vue humain, d'un point de vue business. Voilà, et d'être au milieu de tout ça, comme un peu en homme de Vitruve, et d'arriver comme ça à prendre les bonnes décisions. J'aimerais qu'on se mette quelques instants à la place virtuelle d'un ciseau qui subit une attaque, qui subit une cyberattaque, avec son DG qui l'appelle, qui lui dit on vient d'être attaqué, dans 1 heure, je veux que ça marche. Donc, cet homme ou cette femme, d'ailleurs, va subir une pression importante. Qu'est-ce qu'il doit faire pour essayer justement d'avoir les mots qui vont rassurer le DG? Et comment est-ce qu'il peut faire en sorte que cette pression, comment est-ce qu'il peut tenir cette pression à distance pour lui-même ne pas être contaminé et finir par craquer? Alors d'abord, il nous appelle, parce que comme ça, on pourra l'aider à gérer. C'est une bonne chose de fait. Mais effectivement, là, on touche à quelque chose d'important, c'est-à-dire que souvent, pour pouvoir faire son travail, on a besoin de ne pas être pollué, entre guillemets, par tout ça. La première bonne réaction, en tout cas, si effectivement il a décroché le téléphone et que c'est lui qui est en interface, ça va être de laisser le décisionnaire, le dirigeant de l'entreprise, la personne en tout cas qui est en train de mettre la pression, ventiler son émotion. Une émotion, c'est un message. C'est un messager qui essaie de vous délivrer un message. Plus vous allez empêcher le messager de délivrer le message, et plus le messager va vous crier dessus. Et donc, plus l'émotion va monter. Donc, ce qui est très important, c'est de pouvoir entendre aussi les enjeux de ce dirigeant qui est en difficulté, en fait, le dirigeant, à ce moment-là, il perd le contrôle. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le regarder. Un dirigeant, il a l'habitude, il a la nécessité absolue d'avoir le contrôle sur son entreprise pour que ça fonctionne. Et donc, à ce moment-là, il se retrouve devant quelque chose d'assez sombre où il n'a pas le contrôle sur ce qui se passe, et donc il va chercher à reprendre le contrôle régulièrement par la colère ou l'agacement, puisque la colère, c'est quelque chose qui dit j'ai besoin que quelque chose change, j'ai besoin de reprendre le contrôle. Et donc, à ce moment-là, il va falloir laisser ventiler, en écoutant plus que l'émotion, en écoutant le message derrière l'émotion qui est « je comprends que vous ayez besoin que ça fonctionne. Moi, j'ai des contraintes techniques. » Et donc, l'idée, ça va être de pouvoir mettre son propre besoin sur la table. Là, je vais avoir besoin de temps, en fait, techniquement, pour aller investiguer, avoir les bonnes informations, parce que ce qu'il y aurait de pire, c'est que je revienne avec les mauvaises informations pour vous, et que du coup, on prenne les mauvaises décisions. On peut agiter un petit peu son risque comme ça. Ça nous permet d'avoir des soupapes des fois. Et on va le laisser ventiler. Normalement, si on dit notre besoin et qu'on entend le sien, c'est-à-dire qu'on dit « mais je comprends que vous ayez besoin de reprendre le contrôle, je comprends que vous ayez besoin d'informations pour prendre les bonnes décisions, et je comprends que vous ayez besoin que ça continue, mais là, je ne peux pas faire plus que ça », normalement, en faisant des boucles de cette manière-là et en laissant ventiler, ça devrait très rapidement se calmer et permettre de re-rentrer dans un discours qui est constructif. Le discours doit être constructif et logique, y compris quand... Je prends le cas d'une ransomware, on en parle beaucoup, je crois que j'en ai pas dit un mot en introduction, mais on en parlera pendant l'émission. On sait que c'est un risque et c'est un type d'attaque qui est très 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 courant. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises en sont victimes. Elles sont nombreuses, celles qui acceptent de payer pour avoir l'espoir de récupérer leurs données. Ça peut être la solution la plus simple, parfois, mais c'est pas forcément tout le temps le cas. Alors, pas du tout. Comment est-ce que justement on arrive à résister à cette tentation de se dire j'ai plus de données, je crois que
les chiffres, c'est à peu près, de mémoire, hein, je pense que je serai corrigé par ceux qui nous regardent, mais 50% des entreprises n'ayant pas mis en place de plan de récupération de données, de reprise d'activité, ferment leur activité 6 mois après une cyberattaque. Ouais. Donc c'est dire à quel point c'est violent. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a les outils mentaux pour résister à quelque chose dont on voudrait se débarrasser rapidement et finalement récupérer ces données et recommencer comme c'était la veille? Ouais. Alors d'abord, on est préparé. Et on n'est pas seulement préparé, on est prêt. C'est-à-dire on a une doctrine de gestion de crise, on sait parler de cette situation, on sait comment on réagirait dans cette situation, on a effectivement des conduites à mener dans la gestion concrète de l'entreprise, mais aussi au niveau de la communication. Et voilà, ça déjà, on est prêt. Ça, c'est très important parce que là, on le voit très bien sur des entreprises qui ne sont pas préparées. Moi, j'arrive et la première chose qu'on fait chez Incognita, en général, on rentre par un exercice de gestion de crise, tout de suite. Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Avant même de les former, avant même, parce que nous, on a un système où on décroche le téléphone et on fait du curatif aussi, mais avant même quoi que ce soit, on leur fait vivre une cyberattaque. Et en général, après, émotionnellement, quand on a vécu le truc, on se dit « Ok, on va faire un truc ». Parce que là, vraiment, on est à poil. Et ça, c'est très important. Et effectivement, je ne sais plus quelle était votre question. La question, c'était de savoir si, quand on a peur, eh bien, on agit vite et on se met à se dire je vais payer le rançonneur. Il faut qu'il y ait des doctrines. C'est-à-dire, on ne paye pas. D'abord, payer, y compris surtout dans les premières minutes, c'est une catastrophe. Parce que ça envoie le message de c'était tellement facile, allons-y. À la limite, si je vous ai demandé ça et que pourquoi je vous demanderais pas plus. Enfin, au niveau vraiment de la psychologie humaine, c'est terrible d'avoir fait ça. Deuxièmement, on ne sait encore rien la plupart du temps dans ce premier temps. Donc, on ne paye pas tant qu'on ne sait rien. En réalité, il n'y a que 3 cas cumulés où on va se poser la question de payer. Et on va se la poser. Je ne vous dis pas qu'on va payer. Parce qu'effectivement, nous, on négocie avec les hackers. Ça fait partie de notre travail, de notre accompagnement. J'ai pas de sauvegarde. Moi, en interne, j'ai rien. Ça, c'est une mauvaise idée. Et ça, c'est une très mauvaise idée. On ne fait pas ça. Oui. Je ne sais pas où est la caméra, mais on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, mais c'est là, on ne fait pas ça. Voilà. Parce que c'est sûr que quand on arrive, même si, quand on a une sauvegarde, même pour nous, dans l'accompagnement humain, stratégiquement, on n'est pas du tout dans la même chose. Deuxièmement, je n'ai personne qui peut me refaire mon puzzle. C'est-à-dire que quand je vais sur mes clients, sur mes prestataires, sur mes fournisseurs, il me manque encore un gros morceau. C'est-à-dire même si eux m'aident à reconstituer mon puzzle, j'ai pas tout. J'ai pas tout ou j'ai pas des choses primordiales. Et l'autre chose, c'est à très court terme, si on ne redémarre pas, à très court terme, l'entreprise prend des risques financiers, humains. C'est-à-dire que là, si je reprends pas, dans un mois, je suis foutu et je mets la clé sous la porte. Alors, si ces 3 cas-là sont cumulés, alors dans ce cas-là, on va se poser la question de savoir si on paye et si on paye, comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on négocie, etc. Tout le reste du temps, la négociation ne sert qu'à faire le passe-plat au service technique. C'est-à-dire de permettre d'avoir de l'info, de permettre d'aller checker des fois c'est la négociation qui va permettre d'aller chercher du rance, d'aller voir jusqu'où est-ce qu'on est attaqué, etc. Deuxièmement, ça permet de gagner du temps et de créer des opportunités qui vont permettre justement aux équipes techniques d'avoir le temps de reconstruire. Et ça, c'est le cas idéal. Voilà, quand on arrive à permettre ça et qu'on retire notre épingle du jeu au dernier moment. Combien de référents faut-il pour résoudre une crise cyber? C'est-à-dire qu'entre la déclaration de la crise cyber et disons, sa découverte et la prise de conscience, on imagine que souvent, je pense, que tout doit reposer sur les épaules du CISO, du RSSI, qui va s'en prendre beaucoup sur les épaules et qui, du coup, peut-être lui aussi va être mis sous pression. Ouais. Est-ce qu'il faut un référent? Est-ce qu'il en faut 2, 3, 10 ? Effectivement, il se prend la pression. Et là, je ne sais pas s'il y a des dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui. Je pense qu'ils sont quelques-uns. Ils vont nous rejoindre d'ailleurs tout à l'heure, mais oui. C'est important, effectivement, d'entendre. La scène la plus courante, c'est j'ai tout qui est planté, un dirigeant qui monte en pression et qui dit au CISO, au DSI, de combien de temps on démarre, en combien de temps on peut repartir, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et plein de bonne foi, un technicien qui dit « mais je ne sais pas ». Vraiment, elle est là la caméra. Ouais. Vraiment, il ne sait pas. Voilà, ça c'est important. Et c'est pour ça aussi que c'est important que les équipes techniques, à mon sens en tout cas, et je regarde bien sûr la chose sous mon prisme, mais soient formées aussi à la communication, puissent communiquer leurs enjeux en amont, en préventif et en curatif, parce que c'est ça qui permet aussi que ça fonctionne mieux et qu'on leur mette moins la pression.
Alors, dans la dynamique du nombre de référents, dans une cellule de crise, il nous faut un décisionnaire. Quelqu'un qui finira de toute façon toujours par avoir le dernier mot. Ça, c'est très important. Dans une crise cyber, évidemment, on va avoir le DSI qui est capable, lui, de faire le pont entre les besoins de l'entreprise et puis les équipes techniques pour pouvoir justement faire le pont entre les deux et communiquer les enjeux. On a une directrice de la com, quelqu'un qui est capable de mettre en place une communication en externe, en interne. N'oubliez pas votre communication en interne dans la crise cyber. Des fois, on se retrouve très longtemps après à pas cicatriser ce qui n'a pas été bien fait dans la communication avec les clients, mais ce qui n'a pas été bien fait en interne. C'est nécessaire de les intégrer dès le début. Dès le début, la communication, dès le début. Et puis ensuite, souvent, on a soit un directeur de prod, voilà, quelqu'un qui va s'occuper du commerce ou de la prod. Okay. Ça, c'est et on a un coordinateur de crise. J'allais oublier mon coordinateur, qui est quand même mon pilote de crise, quelqu'un qui est formé à piloter les crises, quelle que soit la crise. C'est-à-dire pas quelqu'un qui va travailler en expertise métier. Bien sûr, le coordinateur n'est jamais un expert métier. C'est-à-dire que, par exemple, attention à ça, sur une crise cyber, le DSI n'est pas le coordinateur de crise, puisque c'est l'expert métier de la crise. Ah, le DSI n'est pas le coordinateur? Non. Pas du tout. Okay. C'est un coordinateur de crise, c'est quelqu'un qui est au courant et qui connaît les dynamiques de structuration d'une crise. C'est-à-dire quelles sont les grosses guidelines, les choses, qui est le référent et le gardien de la bonne gestion en termes de structuration de la cellule de crise. D'accord. D'accord. Donc c'est lui qui va faire les points de situation, qui va faire que la communication va bien être fluide et bien se dérouler. C'est celui qui va aller chercher les informations au bon endroit quand on en a besoin. C'est celui qui va donner et distribuer la parole. C'est celui aussi qui va être capable de dire des choses potentiellement aux dirigeants, de le calmer à certains moments, de lui donner toutes les informations dont il va avoir besoin et le contexte dont il va avoir besoin pour prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est le noyau restreint sur une crise cyber. Et puis ensuite, eh bien, on va avoir besoin que les experts métiers, les directeurs en métiers, viennent nous aider à prendre des décisions. Par exemple, le juridique. Par exemple, le RH. Voilà, s'il faut que je sache si je renvoie les gens chez eux, il va me falloir le RH dans la pièce à ce moment-là. Donc, il va falloir tenir au courant ces experts métiers au fur et à mesure, au fil de l'eau de la crise, mais ils ne sont pas en permanence dans la cellule de crise. D'accord. Ce coordinateur de crise, ouais, c'est un membre du COMEX ou c'est quelqu'un qu'on peut avoir formé parce qu'il est du marketing, il vient forcément de l'IT? Pas forcément. Non, pas du tout. D'accord. C'est pas important d'être un expert métier de la crise IT pour être coordinateur sur une crise IT. C'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment qui gère une crise médiatique, le pilote de crise, le coordinateur, ou bien qu'il soit en train de gérer un accident de personne ou une crise IT, c'est la même chose. C'est-à-dire que lui, il est le garant de la structuration et de la communication dans la cellule. C'est lui aussi qui va faire que, par exemple, qui va faire attention aux gens, qui va être sûr qu'on a à manger, qu'on a à boire, parce que au bout de 8 heures à être là autour de la table, il y a un moment on a des besoins aussi. Donc c'est lui qui va s'assurer qu'il y a une subsidiarité dans les postes structurants de la cellule de crise. C'est ça. Donc, effectivement, c'est pas du tout forcément... Ça peut être un membre du COMEX, mais souvent, ils sont pris sur autre chose, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de leur tête à un autre endroit que ça. Ça peut être très bien quelqu'un de complètement annexe, mais qui a les qualités humaines requises pour être coordinateur, et il a été formé pour ça. Allez, pour finir... C'est quelqu'un qui connaît bien l'entreprise. C'est quelqu'un qui connaît bien l'entreprise. On a beaucoup parlé de la crise, on a parlé du pendant de la crise. Quel est l'après ? Et quelles sont les étapes curatives? Vous en avez parlé. Comment est-ce qu'on se soigne d'une crise? Comment est-ce qu'on, je ne vais pas dire guérir, mais en tout cas, comment est-ce qu'on bâtit la résilience future de l'organisation? Parce que des crises, il y en a une. Il y en aura certainement d'autres dans le monde cyber. Comment est-ce qu'on construit cette résilience de l'organisation et qu'est-ce que vous préconisez pour cette étape-là? Alors, la première chose, c'est qu'on va s'assurer que les êtres humains vont bien. C'est-à-dire les équipes techniques qui ont souvent énormément travaillé pendant cette période-là, qui ont été énormément sous pression. On va s'assurer qu'ils vont bien, eux, émotionnellement. Et puis, on va s'assurer qu'ils aient réparation de ce temps-là. C'est-à-dire que souvent, à la suite de ça, il y a une demande
une demande de compensation, de réparation. Elle peut être financière, elle peut être émotionnelle, elle peut être en termes d'écoute. Vous voulez dire pour le temps passé, pour le temps consacré, ou pour le choc émotionnel ressenti? Mais les deux. Vraiment, quand on a des équipes qui ont été énormément sous pression, où ça a été très difficile, il y a cette demande-là qui est hyper légitime. Donc ça, il va falloir l'écouter. On va pas forcément dire oui à tout, mais ça va être important de l'écouter. Et c'est souvent, je le dis en premier parce que c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Voilà. Ça va être quelque chose de très important. Les commerciaux aussi, par exemple, qui sont parfois en interface avec les clients, dans des relations assez violentes pendant une crise cyber. Eux aussi, il va falloir qu'on s'en occupe, qu'on vérifie, que les êtres humains vont bien, parce que c'est quand même sur eux qu'on va pouvoir s'appuyer pour repartir dans de bonnes conditions. C'est toujours mieux. Et puis ensuite, j'ai envie de vous dire, ça va vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est quand même super d'avoir subi ça. Parce que ça veut dire qu'on est plus fort qu'avant. C'est quand on arrive à s'en relever, en tout cas. Quand on arrive à en faire quelque chose de bien, on va être plus fort qu'avant. Donc, on va faire des rétex, on va faire des retours d'expérience sur ce qui s'est passé. On en fait d'abord à chaud, émotionnellement. On va pouvoir se dire les choses. Peut-être venir, comme vous disais tout à l'heure, ventiler certaines émotions. Et quoi qu'il se dise à ce moment-là, tout est OK. Ensuite, on va faire un rétex à froid, où on va mettre des remédiations et des choses en place. Ce qui fait qu'on arrive à aller bien après une crise de ce type-là, c'est qu'on passe à l'action. C'est qu'on ne reste pas fragile en sachant qu'on l'est. On va effectivement mettre des remédiations techniques en place, mais aussi des remédiations humaines, stratégiques, en place. Si je sais que, je sais pas moi, il y avait plus rien qui sortait de mes entrepôts parce que à ce moment-là, tout était planté et que j'avais rien en dégradé pour faire sortir quand même les choses de mes entrepôts, je vais mettre en place des choses concrètes et réalistes. Voilà, les plans de continuité d'activité, les guides de gestion de crise, faut que ce soit réaliste. Il faut qu'avec 18 de tension, à 3 heures du matin, je puisse ouvrir le guide, savoir ce que je vais faire, que je puisse quand même faire sortir les entrepôts, que les choses soient simples et claires. Et je vais faire en sorte, tout simplement, de boucher les trous que j'avais pas vus. Et souvent, on se rend compte dans ces moments-là que certains trous qu'on n'avait pas vus, bien sûr, il y avait des trous techniques, sinon on n'en serait pas là, mais il y avait plein de trous humains qu'on n'avait pas vus. Et ça aussi, il va falloir le consolider. Bien, voilà une belle conclusion et une belle méthode pour faire face à une crise. Merci beaucoup. Merci Thomas d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. On continue l'émission avec nos prochains invités. Nous sommes avec notre premier invité dans quelques instants, mais pour poursuivre cette émission, j'ai le plaisir d'être avec Alain Bouillet. Alain, bonjour. Bonjour. Alors Alain, vous êtes délégué général du Césin. Ça fait maintenant quelques années qu'on a le plaisir de travailler ensemble. Rappelez-nous très rapidement qui est le Césin, très rapidement. Alors le Césin, Club des experts sécurité système d'information, aujourd'hui 12 ans d'existence, 1000 membres. Ce qui représente à peu près 800 entreprises. Et on fait plein de choses pour entraider les RSSI dans les périodes difficiles. Justement, un RSSI, on va en recevoir un tout de suite pour notre premier témoignage. Nous recevons sur notre plateau Antoine Ancel. Antoine, bonjour. Enchanté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes CISO du groupe Suez, groupe qu'on connaît très bien pour son traitement de l'eau notamment, des déchets. Oui. Je crois que j'oublie peut-être un troisième métier. Un troisième métier qui est éventuellement de construire quelques usines au travers de différents pays, soit pour tout le traitement de l'eau, soit pour le traitement des déchets. Il y a quand même toute une activité de construction tout à fait importante et significative.
Et on va parler de cyber et Alain, je vous laisse la parole. Alors, Antoine, tu disais que tu avais décidé d'adopter, de construire une stratégie sur les risques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous détailler cette approche? On a deux solutions. Soit, effectivement, on sélectionne un certain nombre d'outils pour répondre à différents types de menaces, on le déploie partout. Bon, soit on essaye de calibrer l'ensemble des moyens de protection que l'on souhaite mettre en œuvre sur nos différentes usines, parce qu'il faut bien reconnaître que des usines, ça nous concerne particulièrement, et on en a un certain nombre. Mais chaque usine va avoir un certain nombre d'enjeux qui vont être spécifiques, qui vont être proportionnés. Et on va mettre en place, on va déployer un certain nombre de mesures de protection en proportion du risque que l'on a vis-à-vis du business, vis-à-vis de la nature du métier, puisque on ne va pas nécessairement adresser le risque cyber de la même manière si c'est une unité de valorisation énergétique. Pensez incinérateur, c'est ce qui est le plus simple, non ou un centre de tri, ou un centre de traitement de l'eau. Les enjeux, les risques associés ne seront pas les mêmes. On adaptera donc mécaniquement l'ensemble des mesures de protection par rapport à cela. Autre facteur qui rentre en ligne de compte, et là on est plus sur le panel des menaces. Effectivement, tout le monde parle beaucoup du ransomware parce que c'est très très en vogue depuis déjà un grand nombre de mois, mais on peut aussi retrouver tout ce qui est vol de données, y compris de vol de données commerciales. Nous sommes dans un secteur concurrentiel. Vous imaginez bien qu'il y a un certain nombre de données, structurées ou non structurées, qui ont plus ou moins d'importance et plus ou moins de valeur dans le cadre d'une négociation commerciale. Donc là aussi, il faut mettre en place un certain nombre de mécanismes de protection qui puissent être adaptés aux enjeux et aux risques auxquels on doit faire face. Mais du coup, dans cette démarche de risque, quels sont les principaux risques que tu as pu identifier dans cette maison, enfin, qui sont ceux qui sont particuliers finalement à l'activité? Les risques, on va les retrouver au travers effectivement de la disponibilité, de dire effectivement, il ne faut pas qu'une usine s'arrête, il ne faut pas que les données commerciales fuitent, il ne faut pas que un collaborateur qui nous quitte puisse revenir sur le site et créer certaines perturbations, ça peut arriver. Donc il faut mettre en place un certain nombre de mesures. Il faut éviter les risques d'incendie. Ça paraît idiot, mais tout le système de contrôle et de supervision et de détection d'incendie, on est dans un milieu industriel, doit être correctement protégé de manière à pouvoir garantir cette continuité de service. C'est un risque cyber, l'incendie, ou l'intégrer? C'est un risque d'entreprise. Il faut toujours se baser sur le risque de l'entreprise et de voir comment il peut avoir comment le risque cyber peut avoir une influence, peut être une source de réalisation de ce risque. Et effectivement, si demain la GTC, la GTB, l'automate qui assure le dosage pour le traitement de l'eau et ainsi de suite se trouvait directement impacté, le risque réel, c'est l'incendie, c'est la dégradation de matériel, ça peut aller jusqu'à des problèmes environnementaux ou humains lorsque on parle de traitement de l'eau. Mais la cause sous-jacente est le risque cyber. Donc quand on voit l'ensemble de la palette, ça devient un élément prégnant. Mais du coup, là, tu nous disais que c'était donc Suez, grand groupe, présence internationale, nombreuses activités, etc. Comment on s'y prend pour, au final, enfin, sans mauvais jeu de mots, mais industrialiser la cyber dans un groupe comme celui-là, soumis à de multiples contraintes dans de multiples pays? Multiples contraintes et multiples réglementations. On y reviendra. On y reviendra tout à l'heure. Mais effectivement, faut pas oublier le cadre réglementaire et légal. Comment on s'y prend? Pardon.
Ce que je suis en train de déployer et de mettre en place, c'est ce que j'appelle la cyberfactory, c'est-à-dire un certain nombre c'est quelque part l'opérateur de services cyber internes qui s'appuie sur des personnels internes, sur des prestataires, sur des services externalisés, de manière à avoir une palette complète et de manière à assurer le security by design quand on fait toute la phase de conception des différents systèmes d'information, qu'ils soient IT ou OT, mais aussi tout le volet de sécurité opérationnelle, SOC, CISERT, c'est-à-dire la palette complète, on va la retrouver dans la Cyberfactory, de manière à pouvoir délivrer un service en sécurité. Et à côté, on va déployer toute la gouvernance de RSSI par business unit, de manière à ce que eux assurent la lecture continue de quel est le risque métier, comment le risque cyber peut influer sur la survenance d'un risque métier, et même quand on a un déploiement de solutions de sécurité, le déploiement, il ne se fait pas en claquant des doigts. Il prend du temps. Surtout quand on travaille à l'international, ça peut prendre plusieurs mois, voire déborder sur plusieurs années, parce que ça nécessite de déployer des solutions complexes, ça nécessite parfois, surtout dans le monde de l'OT, de travailler en collaboration étroite avec les fournisseurs des automates, de manière à ce qu'ils intègrent les exigences de cybersécurité dans leurs automates ou dans leur Scala. Et donc, il y a tout un travail de fond. Et la Cyberfactory est là pour assurer cet accompagnement global. J'ai une question juste de précision, Alain, avant que vous poursuiviez. Ces infrastructures dont on parle, Antoine, ne vous appartiennent pas toutes. On est souvent en partenariat public-privé, en délégation de services publics. Vous industrialisez une cybersécurité, une stratégie de cybersécurité sur des infras pour lesquelles, demain, vous devrez rendre les clés, pour parler un peu vulgairement. Comment est-ce que vous l'anticipez ? Alors, c'est tout à fait juste. Dans la plupart des cas, on est en délégation de services publics. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas propriétaires des installations. C'est le syndicat des eaux, c'est la métropole, c'est la communauté de communes qui en est propriétaire. Aujourd'hui, on est un petit peu coincé dans le sens où, d'une part, on se doit de délivrer un service en sécurité. De l'autre côté, nous ne sommes pas propriétaires et nous ne réalisons pas. Nous réalisons les investissements, mais pour le compte, au nom et pour le compte. Donc, il y a un travail à faire avec les propriétaires, de manière à, les sensibiliser au sujet de la cybersécurité, pour qu'ils se l'approprient, et qu'ils financent, puisqu'effectivement, à la sortie du contrat, on leur rend les clés, comme vous le disiez, et là, on leur rend les clés, on arrête de s'en occuper, mais ils restent propriétaires. Quand on met en place un asset de sécurité ou autre, on ne repart pas avec à la sortie. On n'est pas censé repartir avec. Alors, tu as évoqué le mot magique tout à l'heure, la réglementation. Donc, on suppose que Suez n'a pas été épargné par les précédents épisodes, LPM, Nice 1, etc. Nice 2 arrive, on suppose que vous êtes concerné. Je le crains. Mais du coup, comment ça se traduit pour une entreprise qui a déjà été, encore une fois, aguerrie à ces sujets-là ? Est-ce que c'est juste un élargissement du périmètre ? Est-ce que finalement, vous avez déjà tout ce qu'il faut en magasin et il suffit de peut-être renforcer quelques pans, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Et en particulier, de par votre caractère international et vos implantations peut-être dans 27 pays de l'Europe, on sait que Nice 2, ça va être 27 versions. Bon, comment vous y prenez ? Bon, alors, effectivement, je te rejoins. On a vécu la LPM, on a vécu la Nice 1, on voit arriver la Nice 2, avec une certaine... sérénité. Oui, sérénité, un certain calme. Bon, c'est pas le premier cadre réglementaire auquel nous sommes confrontés. Donc, on y va tranquillement, mais sûrement. Il y aura un élargissement du périmètre. On anticipe effectivement les mesures de protection qui nous paraissent légitimes à déployer et que l'on s'attend à voir
dans le cadre de la mise en application de la NIS 2, de la transposition de la NIS 2. En parallèle, c'est vrai que on est intervenu aussi dans la phase de consultation de l'ANSSI vis-à-vis de ces transpositions dans un certain nombre de groupes de travail pour pouvoir leur faire sentir que c'est bien gentil de nous imposer notre NIS 2, mais je rebondis sur le sujet que nous sommes en délégation de service public, nous ne sommes pas propriétaires et on aimerait bien que le propriétaire soit aussi soumis à la même réglementation, qu'on ne soit pas les seuls. Mais là, l'une des questions récurrentes que l'on pose aujourd'hui, c'est effectivement, tu le mentionnais à l'instant, c'est l'équilibrage de cette transposition. Est-ce que ce sera la même en Tchéquie, en Italie, en France? Est-ce que ce sera bien équilibré? Puisqu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire une version italienne, une version française, et ainsi de suite. Et au travers d'un groupe international, certes, il y a la NIS 2, mais il y a aussi toute la réglementation en Australie, en Chine, au Maroc, en Angleterre. Il faut réussir à trouver un bon équilibre sur les mesures de protection et faire des tables de relations en disant tel niveau d'exigence, on la retrouve là, on la traduit comme ça, et ainsi de suite. C'est un jeu de puzzle assez complexe. Mais on en sort en fait une baseline de sécurité avec 2 niveaux supérieurs suivant les enjeux et la couverture du risque à mettre en œuvre sur les différentes usines. Bon an, mal an, je suis pas trop inquiet. Pas trop. On verra. Dans les mois à venir ce que ça va donner. Alors, reste que 2 minutes. Voilà, oui. Alors, un dernier sujet dont j'aimerais que l'on parle ce matin, c'est ce qu'on appelle maintenant la cybersécurité industrielle. Bon, tu l'as dit, hein, vous êtes un groupe industriel. Cette interconnectivité entre l'OT et l'IT ne se fait pas sans mal. En général, on a des différences parfois abyssales entre le niveau de sécurité de l'OT et le niveau de sécurité classique. Comment, dans un groupe comme le tien, tu gères cette problématique OT, IT et mariage parfois pas toujours heureux. Je dirais que nous, on va prendre en compte en fait les spécificités du monde industriel, dans le sens où on n'est pas sur le même cycle de vie. Dans l'IT, on a un cycle de vie de quelques jours, quelques mois, quelques semaines, mais on est vraiment en cycle court. Alors que sur l'OT, quand on met en place un automate, c'est pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, donc vraiment sur une durée longue, tant dans sa phase de conception que sa phase d'utilisation. Le cycle j'allais dire de patch, de mise à niveau, de mise à jour, de prise en compte de certaines menaces, ne peut pas se faire en temps réel. Il faut pouvoir arrêter l'usine, la remettre en route. On a des cycles de maintenance, donc il faut s'inscrire dans ces cycles de maintenance. Mine de rien, aujourd'hui, en termes de cyber, on va traiter le sujet selon 2 axes. Un premier axe qui est l'IT for OT, parce que tu parles connectivité, ça veut dire bien qu'à un moment ou à un autre, on a un réseau IP quelque part. On va appliquer un certain nombre de mesures de protection sur ce réseau IP. On va mettre en place un certain nombre de capteurs de manière à bien mettre sous contrôle tout ce qui transite autour de ce réseau industriel. Je ne prononcerai pas le mot de ZTN industriel parce que j'avoue que j'y crois pas trop aujourd'hui. Et en parallèle, et là c'est un cycle long, c'est tout le dialogue que l'on peut avoir avec les industriels qui nous fabriquent les automates, de manière à ce qu'ils intègrent la dimension cyber, qu'ils puissent nous sortir un certain nombre de logs, qu'on puisse détecter des événements pour pouvoir réagir. Travail de longue haleine. Bien, on est à la fin de cette discussion passionnante. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous, et j'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver pour prolonger notre réflexion et notre discussion avec vous pour comprendre un peu dans quelle direction vous allez. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et nous allons recevoir notre prochain intervenant.
Nous sommes avec deux invités tout de suite. Nous sommes avec Jean-Baptiste Roux. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Jean-Baptiste, vous êtes VP international des ventes chez SoSafe, un spécialiste de la sensibilisation à la cybersécurité. Mais tout à fait. On va en parler dans quelques instants. Et nous sommes également avec Pierre Noël. Pierre, bonjour. Bien le bonjour. Alors Pierre, vous êtes CISO au sein du collectionniste, un spécialiste de la location saisonnière de luxe. Alors, avant qu'on rentre un peu dans le détail, allez, je retourne vers vous, Jean-Baptiste, quand même. SoSafe n'est pas encore une marque très, très, très connue en France, par certains, mais pas par tous. On va essayer d'y travailler ce matin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler et préciser peut-être un peu plus que ce que je viens de le faire, qui est SoSafe? Oui, SoSafe en deux mots, acteur européen de la sensibilisation et ce qu'on va appeler aujourd'hui l'acculturation à la cybersécurité des collaborateurs, une société allemande qui a été créée il y a 4-5 ans, donc relativement jeune, mais qui s'est largement développée depuis lors en Europe et qui est présente en France depuis plus de 2 ans maintenant, avec une quarantaine de collaborateurs, avec pour but de, partager ce savoir-faire auprès des entreprises françaises. Voilà, donc nous ne sommes pas, totalement connus de tout le monde, mais c'est une question de temps, je l'espère, oui. Par rapport à la valeur de ce qu'on en apporte. Ce n'est qu'une question de temps. Et avec tous les quatre, en fait, on va parler d'un sujet qui a été abordé par Antoine Ancel juste avant. On va parler de la protection de la donnée, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est importantissime. Alors, je me tourne vers Pierre. Bonjour. Du coup, de par l'activité de votre entreprise, quel est le risque cyber que vous craignez le plus? L'évasion des données. Nous manipulons des données qui sont très sensibles, pas nécessairement des données financières, plutôt des données en relation avec les personnes. Comme nous sommes dans une agence de voyage de luxe, si je peux ainsi me permettre, certains de nos clients sont des clients qui sont des personnes d'intérêt. Et donc, un de mes risques majeurs, ce serait que les informations en relation avec ces personnes d'intérêt, imaginez les personnes les plus riches au monde, par exemple, de savoir où elles vont se trouver dans la semaine prochaine, ou des informations de ce style-là, sont sensibles, très sensibles. Et dès lors, la focalisation de mon côté, c'est la protection de ce type d'informations. Alors du coup, ça confirme ce que nous disait notre baromètre Cézanne en début d'année, puisque pour les entreprises qui avaient subi au moins une cyberattaque en 2023, la conséquence qui arrivait en tête, c'était le vol de données. Oui. Pour 31% des répondants. Alors, du coup, pour éviter ces évasions de données, dont on voit parfois des exemples par millions dans certains cas, comment on fait chez vous et comment vous anticipez les choses? Anticiper les choses, la première chose à faire, c'est une bonne cartographie des risques, comprendre un peu quels sont les différents scénarios qui pourraient survenir, pouvoir déterminer le pourcentage d'occurrence. Donc c'est une belle cartographie des risques telle que vous la feriez dans n'importe quelle société un peu sophistiquée, et pouvoir expliquer de manière assez satisfaisante auprès du comité de direction, comité d'exécution, que ces risques sont réels et qu'il faut dès lors mettre en place des protections, que ce soit au niveau humain, je regarde Jean-Baptiste dans ce cas-ci, ou au niveau technique. Donc faire en sorte que on puisse identifier les risques les plus évidents et faire en sorte de déployer des protections pour minimiser ces risques autant que faire se peut, ou minimiser l'impact. Alors souvent, les vols de données arrivent aussi par des phénomènes de sous-traitance qui protègent les sous-traitants protégeant moins bien les données que leurs propres clients. Infiniment. Ça aussi, ça fait partie oui, de absolument. l'anticipation. Oui, la gestion des sous-traitants. On a 2 problèmes dans ce cas-ci. Si vous travaillez avec un sous-traitant que vous ne connaissez pas fondamentalement bien, vous devez vous baser sur les données qu'il vous donne. Oui, nous sommes en compliance, j'ai oublié le terme en français, ISO 27000 ou équivalent, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Habituellement, il faut poser la question aux CISO de la société et comprendre un peu quelle est leur culture et si fondamentalement la protection des données est quelque chose qu'ils portent en priorité. Est-ce que c'est une approche qu'on retrouve ailleurs chez vos clients? C'est-à-dire que ce que Pierre vient de détailler, est-ce que quand vous discutez avec vos autres clients ou prospects, eh bien, il y a les mêmes réflexions, les mêmes réflexes, j'ai envie de dire?
Il y a une prise de conscience, c'est indiscutable. On se rend compte que, bien évidemment, au travers des différents exemples qu'on a tous vus dans la presse, effectivement, des vols de données massives vont amener à effectivement des perspectives de risque significatives, et en particulier dès lors qu'on comprend l'ingénierie sociale qui peut être mise en œuvre. Enfin, la mise à disposition de toutes ces données dans le darknet donne matière à pouvoir recouper des choses et amener vers une ingénierie sociale très personnalisée qui peut faire extrêmement peur. Maintenant, on est dans une mouvance aussi réglementaire qui est, enfin, remonte au RGPD, parce que finalement, qu'est-ce qu'était que le RGPD? C'est apprendre à gérer, je dirais, raisonnablement la donnée qu'on a à disposition, et particulièrement dans le monde numérique. Donc, d'une certaine façon, tant mieux que le RGPD soit venu avant, mais je dirais que les phénomènes de vol de données qu'on voit aujourd'hui, c'est un accélérateur. Il y a bien évidemment des domaines d'activité dans lesquels on était déjà exposé à l'espionnage industriel, par exemple, et celles-là étaient déjà d'une certaine façon relativement garantes de leurs données. Par contre, pour des entreprises qui n'imaginaient même pas le risque que ça pouvait représenter ou les capacités d'ingénierie sociale que ça pouvait représenter, là, aujourd'hui, il y a une prise de conscience. C'est une évidence. La sécurité, on en parle depuis un certain nombre d'années sous le prisme technologique. On sait que des outils comme les vôtres, des plateformes existent en très grand nombre. On sait que les solutions existent, les SOAR, SIEM, je pourrais encore en citer une bonne centaine d'autres. Est-ce que ce n'est pas finalement une question de paramétrage humain? Et je file un peu de métaphore que vous avez construite de votre côté chez SoSafe, et je parle de paramétrage humain volontairement, puisque en mettant en place la bonne structure de pensée, on arrive à mieux protéger l'entreprise. Oui, je crois qu'il faut que l'individu dans l'entreprise prenne conscience qu'elle a à disposition un volume de données, et elle doit s'assurer que le volume de données qu'elle a à disposition est nécessaire et suffisant. Mais stocker de la donnée pour stocker de la donnée, ça n'a pas de sens. C'est le problème du numérique versus le physique. C'est que bien évidemment, on ne se rend pas compte du volume de données qu'on accumule et qui, d'une certaine façon, n'a aucune justification quant au fait d'être stocké. Donc, il faut que chaque humain comprenne que la donnée privée est quelque chose sur lequel il doit se responsabiliser. Et chaque individu dans l'entreprise doit se dire, voilà, est-ce que cette donnée que je viens de collecter, je dois la garder parce que c'est justifié que je l'ai, ou est-ce qu'effectivement ce n'est pas le cas, et dans ce cas-là, je la remets à disposition de l'entreprise, voire même je ne la garde pas, effectivement, pour éviter de créer un risque inutile pour l'entreprise. Donc oui, l'individu, pour moi, effectivement, est un élément clé de ce dispositif, et il faut absolument que chacun se crée de l'hygiène autour de la donnée, avant même d'imaginer que l'entreprise la protège au travers d'une infrastructure technique, quelle qu'elle soit. Donc c'est l'un et l'autre qu'il faut faire, mais l'humain a son rôle à jouer dans cette, je dirais, dans cette évolution vis-à-vis de la gestion de la donnée. Même question pour vous, Pierre. Derrière tout incident de cybersécurité, il y a un être humain. Tous, 100%. Soit c'est parce que l'utilisateur ne s'est pas comporté comme il le devrait, a fait une erreur de manipulation ou quoi, auquel l'information est perdue, ou partie, ou volée, peu importe. Soit c'est la personne qui a codé l'applicatif qui a fait une erreur et l'application n'est pas aussi sécurisée que nous l'espérions. Derrière tout incident de cybersécurité, il y a un être humain. Et donc, je dois absolument gérer la problématique humaine. C'est une partie intégrante de ma responsabilité en tant que CISO. Le problème que nous voyons, ça je prends un peu de distance, c'est que la grande majorité des CISO, des RSSI que nous avons de par le monde, viennent d'un background technique. Et de par ce fait, nous avons tendance, je peux m'inclure dedans, à considérer que le problème est fondamentalement technique. C'est-à-dire, c'est un problème qui sera résolu en déployant des technologies. Or non, le problème est bien plus qu'un problème technique. C'est un problème multidimensionnel qui inclut l'aspect humain, l'aspect de gouvernance, la culture. Et donc, pour pouvoir résoudre, ou en tout cas atténuer les risques de cybersécurité, on doit s'élever, on doit changer de perspective, on doit oublier que tout n'est pas qu'un problème technique, et il faut analyser l'aspect humain et l'aspect culturel. C'est essentiel pour moi. Alors nos membres au Césin, quand on les interroge, en leur demandant qu'est-ce qu'ils vont renforcer dans les années, mois à venir, 80% nous disent la sensibilisation. Oui. J'imagine que vous inscrivez dans ces 80%. Oui, absolument. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de mesures que vous prenez vis-à-vis de vos salariés? C'est absolument, avec grand plaisir. Mais en premier lieu, je dirais, pour tout RSSI ou toute personne qui a la responsabilité de mettre en place la sensibilisation, la première chose à faire, c'est de ne rien faire et écouter. Comprendre la culture de la société. Je m'explique. La façon dont vous allez déployer de la sensibilisation
pour une entreprise qui a des salariés de 50 ans et plus au Japon ou des salariés de 30 ans et plus ou moins à Berlin ou à Paris est complètement différente. La culture est différente. Dès lors, les mécanismes de sensibilisation sont différents. Si l'intérêt que nous avons, c'est vraiment d'optimiser et de faire en sorte que les gens se comportent de la manière que nous voudrions qu'ils se comportent, on doit faire une analyse de la culture. Donc, c'est la première chose à faire, comprendre qui ai-je en face de moi. Je prends l'exemple du collectionniste où je me suis retrouvé, donc, de par mon background, mes responsabilités précédentes, c'était plutôt des sociétés internationales, 200 000 employés de par le monde, donc complètement différent. Dans le contexte du collectionniste, je me suis retrouvé avec 400 employés qui ont maximum 35 ans. Et c'est magnifique, c'est fantastique. Donc ça vous oblige à vous asseoir et réfléchir et faire en sorte à qu'est-ce qui va fonctionner avec eux. Quelle interaction dois-je mettre en place pour faire en sorte qu'ils soient intéressés par le message et qu'ils se rappellent du message et qu'ils intègrent ce message. C'est un problème psychologique plus qu'un problème technique. Il faut vraiment réfléchir à la culture et être en symbiose avec cette culture. C'est un problème que j'adore. Il nous reste très peu de temps et deux questions. Une question pour vous. D'abord, Jean-Baptiste, comment, avec votre solution, vous contribuez à l'effort de sensibilisation dont vient de parler Pierre au sein des entreprises avec lesquelles vous travaillez? En un mot, personnalisation de la démarche, personnalisation à l'individu, comprendre le contexte de travail de chacun et de faire en sorte de mettre à disposition des éléments de plateforme qui répondent au mieux à son contexte de travail. C'est la réponse en quelques mots. Bien dit. Réponse très claire. Dernière question, et je commencerai par vous, Pierre. Oui. Comment est-ce que vous associez les métiers à cet effort, vous l'avez dit, un effort qui est forcément humain, mais comment est-ce que vous les associez à cette démarche globale de cybersécurité, cette prise de conscience et puis cette participation, je dirais? Pierre d'abord et Jean-Pierre. Jean-Baptiste. La réponse vraiment dépend du type de société, de la taille de la société, du secteur d'activité de la société. Si j'utilise l'exemple que j'ai actuellement en face de moi du collectionniste, c'est un environnement ouvert. Dès lors, la façon dont je vais faire en sorte que tout le monde se comporte de la bonne manière, c'est en allant vers les personnes et en représentant la sécurité comme étant quelque chose de positif. Je n'utilise pas de bâton. Dans ce cadre-ci, je ne peux pas utiliser de bâton, je n'utilise que des carottes et faire en sorte que les gens comprennent que je ne suis pas là pour leur rendre la vie plus difficile. Je suis là pour que ensemble, collectivement, nous soyons mieux protégés et que nous puissions avoir plus de succès. Donc, c'est une approche fondamentalement positive et optimiste. Je ne dis pas qu'elle fonctionne dans tous les cas. Ça dépend vraiment de la taille de la société, de son exposition et du secteur d'industrie. Mais dans le contexte du collectionniste, ça marche. Ça fonctionne. Ouais. Je ne fais que compléter, donner du contexte, effectivement, démarche positive et en dernier recours, venir à du coercitif éventuel, de restriction. Éventuellement, quand même. Voilà, de restriction d'accès éventuellement à un certain nombre d'environnements informatiques. Mais voilà la bonne recette, très probablement. C'est juste. Merci beaucoup. Merci à vous. Messieurs, merci à vous. Merci. Et on va recevoir juste après vous notre expert, prochain expert. Les précédents invités de la question du vol de données. On va parler là tout de suite avec notre expert de la question de la gestion du parc IT, parc qui mal géré peut lui aussi constituer un risque. Et pour aborder ce sujet, nous sommes avec Brice Lelem. Brice, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Brice, vous êtes directeur ingénieur commercial chez NinjaOne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est NinjaOne? Oui, bien sûr. NinjaOne, c'est une solution SaaS, déjà, de gestion de terminaux à distance. Donc, ça va permettre vraiment d'automatiser tout ce qui est gestion des postes, des serveurs et autres. C'est une solution qui va permettre d'avoir de la visibilité et de la maîtrise sur son parc informatique. Et ensuite, qui va permettre de pouvoir augmenter la productivité des équipes et réduire les risques. Derrière NinjaOne, c'est une culture de classe mondiale, plus de 1000 employés à travers le monde, avec une focalisation qui est sur le service client, l'apport de valeur à nos partenaires, et donc via énormément d'innovation. Chez NinjaOne, on dit souvent que tout le monde est un chef de produit. C'est pour dire autant en interne qu'en externe qu'on est vraiment à l'écoute des idées. On est vraiment à l'écoute jusqu'à l'utilisateur final, comment on va pouvoir optimiser la façon optimiser la façon pour eux d'ouvrir un ticket, par exemple,
Et pour les techniciens, c'est comment avoir un centre de contrôle qui soit simplifié et avec une visibilité simple, mais tout en ayant un outil qui soit assez puissant quand même pour pouvoir gérer tout le parc informatique. Quels sont les principaux défis rencontrés par les organisations lorsqu'elles doivent gérer leur parc IT, sachant que le parc IT, un grand parc IT, et je crois que je ne serai pas contredit par Alain, c'est grand parc, grande surface d'attaque. Il y a plusieurs défis. Déjà, il y a la complexité croissante du parc, qui va se traduire par déjà la diversité des appareils, serveurs, postes de travail. Il y a l'introduction des appareils mobiles aussi, qui arrive. La diversité des systèmes d'exploitation, donc des OS. On peut avoir du Mac, du Windows, du Linux, et puis avec les mobiles, de l'iOS, de l'Android. Et puis, on va avoir aussi la diversité des applications. Je ne sais pas si c'est un sujet dont on a discuté avant, mais il y a le concept de Shadow IT, donc c'est un petit peu toutes ces applications qui sont dans l'ombre aussi, qui sont utilisées par des équipes ou même parfois juste par des individus, qui ne sont pas maîtrisées par les équipes IT ou par les équipes de sécurité. Donc il va y avoir déjà ce premier défi. Il y a un autre défi qui est la massification des menaces. Dans ton introduction, dans votre introduction, vous avez parlé des JO. C'est vrai que les JO, c'est un peu spotlight sur la France, spotlight sur les entreprises françaises. Donc c'est aussi, je pense qu'il y a un contexte géopolitique qui fait qu'il y a une massification des menaces déjà. Là, cet été, il va falloir faire encore plus attention. Et ensuite, il y a, je pense que vous l'avez abordé dans une émission précédente, tout ce qui est conformité réglementaire. Oui. NIS 2, ISO, les normes IPA, etc. Et en fait, toutes ces pressions sur les équipes IT, il y a un autre défi qui arrive, qui est les ressources limitées en termes de budget ou parfois même en termes de ressources humaines, les difficultés de recruter. Donc, c'est des défis qui sont grandissants, qui sont croissants, avec des ressources qui sont plus faibles. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des produits comme NinjaOne. C'est pouvoir automatiser, comme je le disais tout à l'heure, ça va permettre de pouvoir augmenter la productivité, automatiser beaucoup plus de tâches chronophages, de telle façon à aussi contrer un petit peu ce côté ressources limitées. Pourquoi ça peut être intéressant pour les entreprises de gérer leur parc informatique depuis une solution cloud, compte tenu de la grande hétérogénéité du parc que vous avez mentionné un peu plus tôt? Déjà, il y a de l'agilité, autant en termes de déploiement que par exemple, le déploiement de mise à jour. Il y a le déploiement de la solution, par exemple NinjaOne, mais il y a aussi le déploiement de mise à jour. On a fait une étude récemment qui montre que la plupart de nos partenaires, ça leur a pris moins d'une semaine. Il y a plus de 50%, je crois même plus de 60% de nos partenaires, ça leur a pris moins d'une semaine pour être complètement opérationnels. Et pour plus de 90% d'entre eux, ils ont nécessité moins d'un mois pour être complètement opérationnels. Donc je pense qu'il y a ce côté agilité. Les serveurs on-prem, c'est des solutions qui sont coûteuses. Faut avoir la maîtrise en interne. Il y a de la maintenance. Donc de la maintenance qui implique de la ressource humaine compétente et encore des coûts. Et puis après, il y a toujours le challenge je pense qu'avec la crise du Covid, avec la pandémie, on a de plus en plus d'employés à distance, des modèles hybrides. Je pense que c'est des choses qui sont quand même un petit peu mieux gérées quand même par le cloud. Le cloud, c'est un peu le où on veut, quand on veut, avec une rapidité de déploiement et autres. C'est la possibilité d'avoir des mises à jour qui sont automatiques, donc pas avoir besoin d'avoir des techniciens ou des choses comme ça qui viennent sur place. Et puis, c'est une sécurité approfondie, avec toutes les questions qui viennent autour du respect de la donnée aussi. On sait qu'un parc, excusez-moi, un parc IT mal géré peut constituer un risque et une porte d'entrée pour des attaquants. Comment l'automatisation, telle que vous la proposez,
permet justement de mitiger, voire de réduire ce risque? Ça va commencer par déjà la réduction des erreurs humaines. Par exemple, la configuration initiale d'un poste peut se faire automatiquement via des stratégies qui sont mises en place dans les outils. Donc, ça va vraiment permettre de ce côté-là de faire en sorte à ce que tout soit configuré et soit bien configuré. Il y a une étude de McKinsey et compagnie qui dit que avec l'automatisation, on peut réduire de 30% les erreurs humaines. Donc je pense que c'est quand même pas négligeable. Il y a une amélioration de la conformité. On parlait de ces nouvelles normes qui arrivent, etc. J'ai un partenaire récemment qui me disait, donc il a fait l'audit pour l'ISO 27001. Et quand l'auditeur est arrivé, on lui a demandé est-ce que vous travaillez avec des solutions. Dès que NinjaOne a été mentionné, check, 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 ça a permis vraiment de cocher pas mal de cases et en fait de gagner du temps et c'est aussi beaucoup de stress en moins et beaucoup d'investissement en moins. Amélioration de la détection des menaces, forcément. On est sur un sujet cyber, anticiper, analyser, réagir. Donc ça va être aussi un des sujets. Un des moyens justement de se mettre dans ces trois piliers qu'on mentionne depuis le début de cette émission. On sait que la gestion des correctifs est aussi un vrai sujet pour les organisations. On sait que ces dernières années, ça a donné lieu quand même, les correctifs, l'absence de correctifs, de patch, comme on dit, a donné lieu à de vraies catastrophes pour les entreprises. Quelles sont les clés pour une gestion efficace de déploiement de correctifs? Déjà, ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie claire et bien définie. Ça va se traduire par déjà être en mesure de prioriser quel patch ou quelle mise à jour l'on veut déployer et quand. Et donc le quand, c'est le calendrier, quand on va faire des scans, quand on va faire les déploiements. D'un emplacement à l'autre, d'un pays à l'autre, on peut avoir des horaires de travail différentes ou autres. Donc je pense que c'est des choses qui sont assez importantes sur lesquelles il faut vraiment travailler. Ensuite, il faut avoir les bons outils et mettre en place les bons processus. Et puis, j'aime bien le côté prioriser, tester et ensuite surveiller. Malheureusement, il y a des mises à jour parfois qui vont créer des problèmes. Donc la partie tester est importante. Et puis je pense qu'il faut être dans une démarche constante d'amélioration, de se poser des questions. Ce que j'ai fait là, est-ce que ça a fonctionné? Oui. Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et toujours venir en fait se poser des questions sur la stratégie qu'on a en place et voir comment on peut venir l'améliorer. Une dernière question, il nous reste moins d'une minute. Aujourd'hui, on a dans des organisations de très 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 nombreux outils qui sont déployés. Comment est-ce que la plateforme NinjaOne s'intègre dans cette noria, j'ai presque envie de dire, d'outils déjà déployés? L'idée, c'est NinjaOne, il faut essayer de le voir comme un centre de contrôle unique dans lequel on va pouvoir faire remonter les événements ou les menaces, mais dans lequel on va pouvoir aussi faire un déploiement automatique. Donc, on a des partenaires d'intégration sur toutes les parties cyber. Donc ça va permettre vraiment de faire en sorte à ce que chaque poste que l'on a sur notre parc est bien protégé. On va pouvoir sortir du reporting dessus. Et on va pouvoir avoir comme je disais, ce centre de contrôle unique sur lequel la remontée des menaces vont se faire sur Ninja. Et on va ensuite pouvoir avoir des liens directs vers ces différentes plateformes de telle façon à aller investiguer ou faire la rémédiation. Sur certaines solutions, même, on a de la remédiation qui est possible directement via la plateforme de NinjaOne. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir... C'est aussi le côté NinjaOne, c'est d'avoir une solution qui est vraiment le centre de contrôle unique, quoi. Une pour les superviser toutes. Une pour tout. Bon. Merci beaucoup, Brice, d'avoir été avec nous. Merci. Nous prolongeons notre réflexion sur les outils avec notre prochain expert. On va poursuivre cette réflexion avec vous, Adrien Merveille, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour cette émission. Vous connaissez un tout petit peu Adrien, on vous reçoit une fois de temps en temps. Vous êtes Security Engineer Manager France chez Checkpoint, allez, pour faire simple, éditeur de sécurité bien connu du marché.
Alors j'aurais une première question pour vous, Adrien. On assiste à un éclatement des compétences nécessaires dans le monde de la cybersécurité. Pourquoi est-ce que ça complexifie finalement la stratégie d'anticipation des organisations ? Effectivement, le terme éclatement est très bien choisi parce qu'il y a un éclatement d'abord du périmètre de la société. Donc aujourd'hui, on a certains éléments comme l'arrivée du cloud, comme la démocratisation du télétravail, qui viennent en fait augmenter la surface d'attaque d'une entreprise en ajoutant des nouveaux vecteurs d'attaque. Avec le cloud, il y a des nouvelles vulnérabilités, des nouveaux outils que les entreprises vont utiliser. Et pour ça, il faut se protéger en mettant des nouvelles technologies. Les gens qui exploitent les outils cyber des entreprises vont devoir aussi apprendre à gérer ces nouveaux outils. Et donc, il y a, à chaque fois qu'on rajoute une technologie, à chaque fois qu'on vient couvrir un nouveau vecteur d'attaque, il y aura forcément un résultat humain derrière. Vous avez quelqu'un tout à l'heure qui est intervenu et qui a insisté sur l'importance de l'humain dans la cybersécurité. C'est vrai, l'humain est là pour gérer les outils de sécurité, même s'il y a un certain nombre d'outils dont on parlera peut-être qui viennent l'aider. Et même dans la cyberattaque, l'humain est au centre de la cyberattaque parce qu'il y aura forcément à un moment quelqu'un qui va cliquer sur un endroit où il ne faut pas. Et c'est important pour une entreprise de former, d'une part, bien sûr, les personnels qui exploitent les outils de cybersécurité, mais aussi tous les utilisateurs et les employés de la société. Donc effectivement, les gens qui gèrent la cybersécurité aujourd'hui dans les entreprises ont plus d'outils à gérer, ne sont pas forcément plus nombreux, et ils doivent aussi gérer avec le côté réponse à incident. Donc, lorsqu'il y a un incident de sécurité, il faut qu'il y ait des gens qui analysent, qui investiguent, qui comprennent. Et c'est des choses aussi qui sont à prendre en considération dans l'aspect humain. Donc, il y a plus de charges, plus d'outils, ce qui rend un petit peu la charge complexe. Et en plus, on a une pénurie de compétences en cybersécurité en France. Est-ce que c'est ce contexte que vous dépeignez qui rend aujourd'hui si difficile l'anticipation d'une attaque? Oui, tout à fait, parce que d'une part, il faut que les entreprises aient conscience de quelles sont leurs portes d'entrée, si je puis dire. Donc, on parle de External Surface Attack Management. Donc, il faut que les entreprises puissent savoir par où elles peuvent être attaquées. Ensuite, il faut qu'elles identifient quels sont les assets critiques. Et puis, comme toute... on parle d'anticipation, il faut qu'il y ait un plan qui soit prêt. En cas de cyberattaque, il faut que l'entreprise sache quels sont les éléments critiques à remettre en production, à rallumer en premier s'il faut tout éteindre. Et ça, c'est des choses qui se préparent. C'est pas lorsqu'il y a la cyberattaque qu'on va le deviner ou l'improviser. Si on fait ça, ça mettra forcément plus de temps derrière à se remettre de la cyberattaque. Donc c'est très important cette phase d'anticipation, de connaître ces risques. Une fois qu'on les a identifiés, savoir si ils sont critiques et s'ils le sont, est-ce qu'il faut mettre en place une solution pour couvrir ce vecteur d'attaque. Et donc derrière, pour une entreprise, ça veut dire un appel d'offres, ça veut dire une étude du marché, ça veut dire un certain délai. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Alors, on parlait du nombre de solutions tout à l'heure. Selon les derniers sondages du Césin, les entreprises déploient en moyenne 16 solutions pour se protéger. Mais en fait, la vérité, c'est que les grands groupes en déploient plusieurs dizaines. Une entreprise qui m'était chère, la dernière fois que j'avais compté, j'en avais 70. Oui, c'est plus le chiffre qu'on a, oui. Voilà, donc c'est plutôt pour les grandes entreprises en tout cas. Du coup, pourquoi les organisations ont tout intérêt à se lancer dans une phase de consolidation de ces solutions de protection cyber et finalement, comment s'assurer que tout ça fonctionne ensemble et que les pièces du puzzle s'emboîtent bien? Tout à fait. La consolidation, c'est une réponse, en tout cas, que Checkpoint prône pour améliorer la posture cyber des entreprises dans ce contexte-là. Il y a une image que j'aime bien utiliser parce que c'est pas vrai qu'en cybersécurité, cet aspect de consolidation, c'est ce qui se passe dans les hôpitaux en France. Il y a quelques années, chaque hôpital avait son service IT, ses infrastructures et gérait d'une manière autonome un petit peu l'IT de l'hôpital. Depuis quelques années, c'est plus ou moins vrai en fonction des groupes hospitaliers, mais on constate un rapprochement entre les hôpitaux dans un même groupe pour mutualiser d'une part les gens qui exploitent l'IT,
C'est pas que en cybersécu, mais en tout cas c'est vrai aussi en cyber. Et également les infrastructures, les applications qui vont être communes à plusieurs hôpitaux. Ça permet d'optimiser les coûts, ça permet d'optimiser les ressources et ça permet d'être mieux, du coup, en cyber, d'être mieux protégé face aux cyberattaques. Donc ça, c'est un exemple que j'aime bien prendre parce que c'est une logique d'optimisation et de centralisation des ressources. Et en cybersécurité, c'est un petit peu comme si vous vouliez recouvrir une table avec des dessous de verre ronds. Si vous voulez coller, il y aura des morceaux qui ne seront pas forcément couverts. Et si vous voulez vraiment que tout soit couvert, il va falloir recouvrir les dessous de verre parfaitement pour qu'il n'y ait plus de trous. Mais ça veut dire d'une part que vous allez avoir des solutions qui vont vous proposer les mêmes fonctionnalités et il faudra choisir laquelle vous allez activer. Ça va peut-être pas forcément bien fonctionner ensemble. Et puis aussi, d'un point de vue coût, vous allez payer 2 fois les mêmes fonctionnalités. Donc c'est pour ça que cette logique elle est intéressante, c'est que d'une part, vous allez avoir une couverture maximum, donc imaginez des dessous de verre carrés, ça s'embriquera beaucoup mieux. Et puis vous allez avoir une optimisation financière et un coût réduit et une simplicité bien sûr d'exploitation de la part des équipes d'admin réseau sécu. Les entreprises protègent-elles suffisamment les appareils mobiles? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a des gens qui travaillent à distance, en mobilité, ainsi de suite. Est-ce qu'elles le font suffisamment? Effectivement, Thomas, c'est un très bon exemple, le mobile. Aujourd'hui, le mobile, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un équipement critique de l'employé, puisque en général, il a accès à sa messagerie, surtout depuis l'arrivée d'Office 365. Il l'utilise dans son cadre professionnel et en plus, il l'utilise aussi beaucoup dans son cadre personnel, souvent, puisque on peut installer tout un tas d'applications, des jeux, nos enfants peuvent y jouer. Voilà. Et donc, le niveau de risque de ce périphérique, aujourd'hui, est assez élevé. Et malgré ça, aujourd'hui, en cyber, on parle de nice to have quand on parle de sécurité de protection de smartphones, ce qui n'est pas forcément en haut de la liste des urgences sécurité que les entreprises doivent adresser. Ça n'a aucun caractère obligatoire aujourd'hui, donc. De toute façon, il n'y a jamais de caractère obligatoire si on sort des normes qui font des recommandations et qui imposent certaines choses. Mais aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui ont des mécanismes avancés de protection sur les smartphones, par exemple. Il y en a, mais il y en a peu encore. D'accord. Et donc elles prennent des risques. Bien sûr. Mais c'est aussi une gestion de risque. Ouais, c'est ça. C'est une gestion de risque, effectivement. Ouais, mais quand même gestion de risque. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé et on nous pardonnerait pas de ne pas l'aborder, c'est l'IA. Mot magique depuis quelque temps, mais finalement l'IA au service de la cyber, ça fait un paquet de temps qu'on nous en parle, en tout cas que les solutions nous promettent d'intégrer de l'IA pour renforcer les outils de protection, de détection, etc. Qu'en est-il à votre niveau? Effectivement, l'IA est au cœur de nos outils. Je pourrais différencier 3 aspects majeurs où on utilise l'intelligence artificielle. Le premier, c'est tout ce qui va être traitement des menaces. Donc, c'est-à-dire identifier et bloquer les menaces dans nos différents outils, donc sur les smartphones, sur les postes, sur le réseau, sur le cloud. Ça fait très longtemps qu'on l'utilise. On a une 60aine de moteurs d'intelligence artificielle qui tournent et qui agissent à différents moments sur différents types de fichiers ou différentes technologies pour bloquer la menace. La prévention dans la réponse à incident est très importante parce que quand on fait de la prévention, on obtiendra un log de sécurité, alors que quand on fait de la détection, on aura un incident de cybersécurité. Ce qui est très différent en temps de réponse et en temps que la personne va passer dessus derrière. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui va être réponse à incident en elle-même. On parle beaucoup d'outils de type XDR en ce moment qui vont permettre un petit peu d'automatiser la réponse à incident pour décharger le rôle humain et améliorer le blocage de la menace en temps réel. J'aime bien l'image du bâtiment qui prend feu. Vous avez un feu qui se déclare à un étage d'une tour. S'il n'y a que l'étage de la tour qui se met à réagir, eh bien le feu va se propager. Il peut y avoir des dégâts matériels et humains. Alors que si toute la tour réagit ensemble, les sprinklers se mettent en route, les portes s'ouvrent et se ferment au bon endroit, les pompiers sont appelés, eh bien vous avez plus de chances de mitiger l'incendie. En cyber, c'est exactement pareil. Si vous avez une menace qui est découverte sur le endpoint, c'est bien que le firewall soit au courant et puisse bloquer les communications qu'on voit sortir du endpoint en lien avec cette attaque. Et ça, typiquement, c'est des choses qu'on peut automatiser et grâce à l'intelligence artificielle, optimiser le traitement d'une attaque au sein du SI global.
Et le troisième élément, c'est l'assistance aux gens qui utilisent nos technologies tous les jours. On a lancé cette année, par exemple, un chat qui est intégré dans les consoles d'admin de nos produits et qui permet d'assister les gens qui vont faire de l'investigation dans les logs, qui vont créer des nouvelles règles de filtrage à un endroit spécifique. L'outil va les assister en leur disant, bah voilà, c'est ici le meilleur endroit. Est-ce que vous voulez que je pousse la politique pour vous? Et voilà, c'est un vrai assistant. Comme s'il y avait un employé en plus dans la société qui va décharger et automatiser 90% des tâches qu'un admin sécu pourrait faire. Bonne nouvelle pour les équipes. Oui, un peu surtout pour la pénurie. C'est ça. Tout à l'heure. Exactement. Il y a une réponse. Il y a une réponse. Ça va les soulager. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Et nous allons finir notre matinée par une table ronde tout de suite. Alors, tout au long de cette émission, et nous allons finir dessus, nous avons parlé d'anticipation, nous avons parlé de préparation, nous avons parlé de réaction à l'attaque cyber, et nous allons voir, pendant cette table ronde avec nos 4 invités, comment on construit une stratégie efficace de réponse au risque cyber et de préparation et de réponse au risque. Et pour cela, nous sommes avec 4 invités, nous sommes avec Thibaut Bunetruy. Thibaut, bonjour. Bonjour. Thibaut, vous êtes administrateur. Je vois plus très bien, en fait. Au bout d'une heure, la lumière m'a brûlé les yeux. Pardonnez-moi. Vous êtes administrateur Intercept France, une association qui regroupe des spécialistes de la cybersécurité. Vous allez nous en dire un tout petit peu plus dans quelques instants. Nous sommes avec Thomas Degardin. Thomas, bonjour. Bonjour. Thomas, vous avez un très beau prénom. Vous êtes directeur de la cybersécurité au sein du groupe Bouygues, que je ne présenterai pas. Groupe bien connu. Nous sommes également avec Olivier Cagne. Olivier, bonjour. Bonjour Thomas. Olivier, vous êtes Solution Engineer chez Cloudflare, un spécialiste de la protection contre les attaques informatiques, notamment DDoS. Et nous sommes également avec Brice Pinsard. Brice, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Brice, vous êtes Head of Solution Engineering chez Rubrik, un éditeur spécialisé dans la sécurité des données. Et Alain, je vous laisse la parole pour la première question. Alors Thomas, ça fait un moment qu'on se connaît. Tout à fait. J'ai envie de te poser la première question. Vous vous connaissez Alain, vous connaissez absolument tout le monde. Alain connaît tout le monde. Incroyable. Qu'est-ce qui ne change pas en matière de cybersécurité? Merci pour cette très bonne question. Je vais prendre le contre-pied pour démarrer. Il y a beaucoup de choses qui changent en cybersécurité. Déjà, la menace, les attaquants se professionnalisent, s'outillent, sans même parler d'IA, et je dirais... ça se démocratise même avec le ransomware as a service, cybercrime as a service. Donc tout ça, ça ouvre des champs à des gens non techniques pour devenir hackers. Et on a du coup les outils qui évoluent aussi très rapidement. Parfois, ils changent plus vite qu'on a par rapport à notre capacité à les déployer eux-mêmes. Ça, c'est un autre débat. Mais ce qui ne change pas, moi, de mon point de vue, ça doit être notre approche. Alors, on a déjà parlé dans cette matinée, l'approche par les risques. Effectivement, la crise cyber, le risque cyber, on en a parlé, c'est un risque comme les autres, mais il a quand même certaines spécificités humaines, bien entendu. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a un ennemi en face de nous dans une attaque cyber. Donc, on a quelqu'un qui veut effectivement mettre notre système à plat. Donc, on a ces sujets, effectivement, il faut traiter ce risque systémique qui peut être systémique. Donc, par les risques, évaluer ce qu'il y a de critique dans notre structure, traiter ce qui peut être létal, peut-être, pour notre entreprise, et donc ne pas déroger à cette règle de d'abord traiter ce qui est le plus fondamental pour notre entreprise, et de fait se rapprocher de nos métiers pour pouvoir discuter avec eux. Ça, il faut qu'on continue là-dessus, ça ne doit pas changer. Alors, un Graal du RSSI, c'est le partenariat avec le business. Ma question, c'est quelles sont les bonnes recettes ou les écueils à éviter pour que ce partenariat avec le business et le RSSI soit parfaitement harmonieux? Alors, je ne vais peut-être pas me faire que des amis, mais je pense qu'on porte une petite part de responsabilité dans ce partenariat business. Non, il y en a beaucoup qui réussissent, donc je mets nous. Fondamentalement, le métier de RSSI, sécurité des systèmes d'information, est technique, éminemment technique. Mais on doit dépasser ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, mais quand on parle avec un directeur de vulnérabilité,
La réponse que j'ai parfois eue, je te paye pour traiter les vulnérabilités. Donc, à nouveau, revenons sur les risques. Revenons sur ce qui est important. Donc, on a parlé d'autres intervenants. On pense à la confidentialité, à la disponibilité, mais aussi l'intégrité. Mais même quand on parle de ces systèmes-là, de ces fonctions majeures de la cybersécurité, il faut adapter notre discours par rapport à notre métier. Je peux prendre un exemple que j'ai vécu chez Bouygues Construction. On fait des immeubles avec du béton. Et en discutant avec le métier, je découvre qu'il y a différents types de béton. Selon l'ouvrage, selon la localisation de l'ouvrage, béton bas carbone, béton différent. Donc, premier réflexe de RSSI, attention à l'intégrité de la formule du béton. Si jamais un hacker modifie la formule, l'ouvrage pourrait s'écrouler. Donc, je viens avec les métiers très fiers. J'ai un risque d'intégrité sur la fonction construction. On m'a dit, Thomas, mais sais-tu vraiment comment on fait un ouvrage ? Et là, je me suis dit, j'ai loupé quelque chose. Et en fait, sur le terrain, le béton est régulièrement contrôlé physiquement par des centres de contrôle, comme on peut en connaître. Donc finalement, oui, on peut avoir un béton, je dirais, compromis, mais physiquement, il y a des contrôles. Donc moi, mon point, effectivement, il est important de comprendre et de savoir ce que fait notre entreprise, mais posons-nous la question, c'est comment elle fait son business. Et je pense que si on se pose cette question, on se rapprochera de facto de nos partenaires business parce qu'on les comprendra et on sera beaucoup plus pertinent dans notre approche. Très bien. Dans la stratégie d'analyse et d'observation des organisations, on a les CERT aujourd'hui. Vous êtes regroupés en association. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques-unes des missions des CERT et quelques-unes des missions d'Intercert, l'association elle-même? Alors, Incert, c'est une équipe qui se veut être les yeux, les oreilles un peu de l'entreprise dans le monde de la cybercriminalité et de la cyberdéfense. Il supervise et il regarde globalement ce qui va bien et ce qui va pas bien dans un système d'information. Et il essaie de comprendre quand ça va pas bien ce qui se passe et si on est sous quelque chose de grave où il faut réagir vite ou quelque chose d'assez lambda. Son métier, c'est vraiment connaître la menace, de savoir l'identifier, de savoir la traiter et de savoir globalement limiter la casse en cas de pépin. Et ça passe par bien connaître la menace. Ça, c'est peut-être le point le plus important, à mon avis, de la mission d'Incert, c'est connaître la menace en profondeur. Et pour ça, on a créé donc une association, loi 1901, qui s'appelle Intercert France, qui vise à fédérer ces équipes opérationnelles. Le but, c'est de faire un peu tomber globalement toutes les barrières un peu de la confidentialité, de la honte, qui sont liées aux incidents qu'on vit, de fournir un cadre de confiance aux différentes équipes de réponse sur incident, pour qu'elles échangent un peu plus librement sur les incidents qu'elles vivent, qu'elles traitent et comment elles se structurent dans leur cyberdéfense pour le bien de tout le monde. L'idée, c'est que les entreprises échangent entre elles en disant, bah voilà, nous on voit ça, nous on a traité ça, nous on s'est organisé comme ça, et ça marche et ça marche pas, globalement, pour que tout le monde ait cette connaissance et sache vraiment comment fonctionnent les attaquants. Des incidents, on en a tous. S'il n'y avait pas d'incident, il n'y aurait pas de CERT, j'existerais pas, je ne ferais pas ce métier-là. Et donc, du coup, il faut faire tomber cette barrière de la honte, de dire oui, j'ai des incidents, mon équipe traite des incidents tous les jours, des fois des graves, des fois des pas graves. L'idée, c'est quand on en a des intéressants, les partager avec les autres et dire voilà ce qui s'est passé, voilà comment les attaquants ont fonctionné chez nous et voilà comment vous pouvez éviter que ça arrive chez vous en mettant des contrôles ici. Et c'est ça la mission d'Intercert France, c'est de faire de tout le monde autour de la table, tous ces opérationnels, pour qu'ils puissent échanger autour de ces problématiques-là. Quel est le risque numéro 1 que voient tous ces opérationnels dont vous venez de parler à l'ERA? Il y en a un certain nombre. Peut-être pas le numéro 1, mais les 2-3 risques qui sont les risques majoritaires. Je vais pas répondre à cette question sans citer évidemment le ransomware. Tous les médias traditionnels. Le ransomware au quotidien, et évidemment, c'est une menace extrêmement importante qu'on voit au quotidien, qu'on traite au quotidien et qui inquiète tout le monde. C'est pas la seule. C'est peut-être probablement d'ailleurs un peu l'arbre qui cache la forêt. Le ransomware a illustré globalement nos faiblesses et nos difficultés à traiter les incidents de cybersécurité, à les détecter. Et en fait, ce qui est très probable, c'est qu'il y ait beaucoup de menaces beaucoup plus discrètes qui soient présentes un peu là derrière et qu'on n'a pas forcément vu. On parle un peu moins d'espionnage, mais il est bien présent. Il est bien là. On en voit. Ils sont beaucoup plus discrets, beaucoup plus difficile à voir. Le ransomware, vous arrivez le vendredi matin, il n'y a plus de système d'information. Facile à détecter l'attaque. Par contre, quand vous avez quelqu'un qui est présent depuis 10 ans dans votre système d'information, qui parfois fait même la MCO de votre système d'information à votre place, vous ne l'avez pas forcément vu. Et c'est des réalités de terrain. Vous allez voir l'ANSSI, ils traitent des incidents de ce genre-là. Ils voient des entreprises se faire espionner, se faire voler leur propriété intellectuelle et ne se rendent compte que des années plus tard, quand un concurrent arrive sur le marché avec la même technologie, en ayant dépensé beaucoup moins de R&D qu'eux. Et donc, on a aussi un peu cet espionnage-là, mais on a aussi
aussi un pan de cybercriminalité extrêmement varié, qui fait du phishing, qui revend des accès, qui a un but financier, qui est un énorme pan de l'économie cybercriminelle, qui a pas forcément un but destructif ou un but d'espionnage, mais qui fournit des services à d'autres. Et ça, c'est peut-être ce qu'on traite le plus au quotidien. Comment réagir dès les premiers signes d'une attaque, et je me tourne vers vous pour cela, Olivier. Comment est-ce qu'on utilise notamment les données qui sont remontées par une plateforme comme la vôtre? Alors, pour réagir face à une menace ou face à une cyberattaque, le premier point déjà, c'est de ne pas rester seul. Donc, on a vu tout à l'heure avec Madame Vendange d'Incognita de bien gérer l'humain et puis également gérer la technique. Pour gérer la technique, pour ça, on peut évidemment impliquer différentes solutions techniques, différents experts techniques qui ont souvent des cellules 24/7 qui permettent de répondre à une menace de façon précise. Par exemple, prendre en charge ou dérouter une partie du trafic pour réaliser des opérations de nettoyage anti-DDoS ou des protections d'applications web ou d'applications diverses et variées sur Internet. On peut mettre en place ces différents types de réponses face à des menaces. La manière dont on exploite les métriques qui remontent, ça va être très souvent à la fois utiliser les CVE, donc les vulnérabilités qui sont publiées par les éditeurs, mais c'est aussi faire tourner des modèles de machine learning pour essayer de détecter des signaux faibles, comprendre si on a affaire en ce moment à des zero-day qui sont en train d'apparaître sur le marché. Et pour ça, on peut se faire aider, pareil, de solutions techniques qui reconnaissent des motifs, des patterns d'attaque enfouis dans la vraie réalité du trafic qui nous arrive dessus. Comment est-ce qu'on anticipe, même question, ces attaques sournoises qui se trouvent, vous en avez parlé à l'instant, Thibaut, le ransomware est bien connu, mais pour les autres, ils arrivent à un peu mieux se cacher, notamment celles qui se trouvent vraiment en périphérie de réseau et qui sont susceptibles d'incapaciter votre système d'information. Alors, comment anticiper? Il y a plusieurs points. D'une part, revenir peut-être sur cette partie détection des signaux faibles avec du machine learning, de l'intelligence artificielle. Ça peut être aussi bien dimensionner son réseau, tout simplement parce que les attaques sont de plus en plus volumétriques. On voit maintenant des attaques relativement couramment à 2 terabits par seconde, à plus de 200 millions de requêtes par seconde, c'est ce qu'on a observé à l'été 2023 dernier. Donc bien dimensionner son réseau et éventuellement, si on n'a pas la possibilité de dimensionner son réseau, faire appel à des solutions techniques qui permettent justement d'aller justement gérer ce trafic réseau dans une solution SaaS ou dans le cloud. Ça, c'est un des premiers aspects. Un autre aspect, ça va être d'avoir une protection permanente. Plutôt que de réagir lors d'une attaque et mettre en œuvre les contre-mesures au moment de l'attaque, il est beaucoup plus utile d'avoir une des contre-mesures qui agissent en permanence. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pouvoir agir en quelques secondes pour aller dévier une attaque de type DDoS, alors que si on met en place une contre-mesure après coup, ça va nécessiter probablement 5 à 10 minutes de temps de traitement, et l'attaque est probablement déjà passée. Aujourd'hui, chez Cloudflare, on observe que 85% des attaques DDoS ont une durée inférieure à la dizaine de minutes. Bon, puis après, il y a évidemment d'autres recommandations. Maintenez vos solutions à jour. Adrien de Checkpoint en parlait tout à l'heure. Par exemple, la menace la plus importante en termes de croissance qu'on a vue au premier trimestre 2024 chez Cloudflare, c'est lié à un serveur d'automatisation qui s'appelle Jenkins, une CVE qui a été publiée en 2020, qui se trouve être utilisée massivement à l'horizon maintenant 2024 pour lancer des attaques DDoS. Je m'arrête un peu là, il y a bien d'autres choses. Oui, on a encore... Et pensez à vos DNS aussi. Beaucoup de choses à voir. Alors, peut-être pour parler un petit peu de sécurisation des données, dont c'est votre spécialité chez Rubrik, si j'ai bien compris. Comment on fait pour protéger les données d'une entreprise avec des données qui sont réparties, éclatées, ventilées, façon puzzle, comme dirait l'autre, dans un SI complètement éclaté? S'il y avait une réponse universelle, s'il y avait une recette magique, je pense que vous ne me poseriez pas la question. Et donc, il y a bien évidemment plein d'axes à creuser quand il s'agit de la sécurisation des données. On pourrait parler de cartographie, on pourrait parler de chiffrement des données en transit, au repos. On pourrait également parler de gestion des identités et des accès à ces données. Mais il y a un point qui, à titre personnel, de manière très intéressée par rapport à là où je travaille aujourd'hui, me paraît essentiel, c'est la sanctuarisation des sauvegardes. Pourquoi? Parce qu'on en parle un petit peu ici, s'assurer à 100% avec des outils de prévention et se protéger à 100% d'un incident cyber, c'est aujourd'hui quasiment impossible.
Et donc, les sauvegardes se trouvent être aujourd'hui la dernière ligne de défense des sociétés. Si on n'a plus de sauvegarde, on ne repart pas. Et donc, sur ces solutions de sauvegarde, on va s'intéresser aujourd'hui, les clients s'intéressent, à mon avis, 2 critères essentiels, qui sont l'immuabilité et l'air gapping. Alors, c'est souvent des mots qui sont pris un petit peu à la légère, mais si je approfondis un petit peu ces 2 mots sur l'immuabilité, donc la capacité à ne pas modifier des sauvegardes qui ont été faites, c'est pas simplement des comptes en lecture seule ou des outils simples. C'est s'assurer qu'on n'utilise pas des protocoles vulnérables que des outils malveillants, des hackers pourraient utiliser. Et puis c'est également s'assurer aujourd'hui que même avec la bonne identité, on peut imaginer un compte admin, un compte super admin qui a son identité qui a été volée, on veut s'assurer que même dans ce scénario-là, le super admin ne puisse pas effacer des sauvegardes tout seul. Donc l'immuabilité, c'est pas seulement un outil simple, c'est quelque chose d'assez technique à mettre en place et pour lequel il faut y passer du temps. Et le deuxième point, c'est l'air gap. Alors l'air gap, pendant de nombreuses années, on l'a traité ce sujet avec des bandes, donc la sauvegarde sur bande. Aujourd'hui, c'est une solution qui tend un petit peu à disparaître, ou en tout cas à fortement réduire. Pourquoi ? Parce que forcément, quand vous avez un incident cyber, si vous sauvegardez sur des bandes, peut-être que le malware qui est là depuis une dizaine d'années, vous disiez tout à l'heure, déjà que les bandes ne sont pas les outils les plus rapides pour restaurer, si en plus on restaure un malware, on s'en sort pas. Donc aujourd'hui, on parle plutôt d'air gap logique, donc avec des mécanismes d'isolation réseau, on est capable de mettre en place le même concept d'isolation sur ces données-là. Bien évidemment, il y a plein d'autres axes à creuser, mais la sanctuarisation des sauvegardes, ça me paraît être un point essentiel. J'aimerais qu'on dise aussi un mot sur la data, peut-être du manière générale, sur le patrimoine data de l'entreprise. On sait que l'entreprise aujourd'hui dispose de données vraiment réparties partout, dans les silos, dans les business units, ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, et vous le disiez à l'instant, est-ce que les entreprises disposent d'une bonne connaissance, d'une bonne cartographie de leur patrimoine de données, en tout cas celles avec lesquelles vous parlez? Non. Je vais pas m'arrêter là. Non. Non, il y a plein de bonnes raisons qui font que les entreprises aujourd'hui n'ont pas une bonne connaissance de leurs données, ou en tout cas que l'exercice est très difficile. La première raison, c'est la croissance exponentielle des données. On a fait sur nos clients une étude sur 18 mois sur la croissance des données, vraiment exclusivement sur cet indicateur. Et on se rend compte que sur les données on-prem, on a une croissance de l'ordre de 20%. Sur les données cloud, on a une croissance de l'ordre de 80%. Sur les données SaaS, on a une croissance de l'ordre de 150%. Donc on voit bien qu'il y a une explosion des données, notamment, de toute façon sur toute la surface, mais notamment sur les aspects cloud et SaaS. Pourquoi ? Parce que, et c'est peut-être la deuxième raison pour laquelle les entreprises ont une faible connaissance de leurs données, c'est que les métiers s'approprient les outils. S'approprient les outils cloud, s'approprient les outils SaaS. Et donc, ces outils et ces données-là sortent un petit peu du scope contrôlé, du périmètre contrôlé par les équipes informatiques. Et donc, n'héritent pas des mêmes politiques de sécurité et des mêmes contrôles. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et puis la dernière raison, c'est que je pense qu'il y a une pénurie de compétences sur le marché sur l'expertise autour de la donnée. On voit qu'il y a énormément de nouveaux métiers qui sont créés autour de la donnée, et je fais confiance à l'éducation et puis à la France d'une manière générale pour arriver à former les bonnes personnes sur les données, mais ça va prendre du temps, et donc la période à laquelle on vit aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir des bonnes compétences sur ces sujets. Donc pour ces 3 raisons, je pense que aujourd'hui c'est un vrai challenge pour les entreprises de bien comprendre où sont leurs données. Il nous reste 20 minutes, messieurs, donc je vais vous demander à partir de maintenant de faire des réponses un petit peu plus courtes parce qu'on a beaucoup. C'est ça, je pose la prochaine question et on en avait discuté avant. Ça allait être. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de sujets passionnants. Je suis d'accord avec vous. Encore une autre question pour vous, Brice. Quel type de politique, quel type de stratégie adopter pour construire une politique de gestion de la cyber homogène et éviter les risques? On avait l'exemple d'Antoine Ancel tout à l'heure, groupe international avec des contraintes en Inde, des contraintes en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon. Comment est-ce qu'on construit une stratégie homogène avec autant de disparités? Du coup, très rapidement, dans les dossiers et les appels d'offres qu'on fait avec nos clients, on se rend compte le débat se déplace de la protection pure et simple des données à la compréhension du périmètre à protéger. Quelles sont mes données sensibles? Où est-ce qu'elles sont? Et puis on a un concept également, ce qu'on appelle
de MVC pour Minimum Viable Company, c'est-à-dire quelles sont les applications et les données critiques avec lesquelles je vais devoir redémarrer. Donc la construction des politiques, elles doivent dépendre de la criticité et la sensibilité des données. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, les politiques, de la même manière, il n'y a pas une politique universelle. Donc les politiques, elles dépendent de chaque business, de chaque entreprise. On va s'intéresser à deux indicateurs très traditionnels qui sont le RPO et le RTO, donc le point de restauration, et puis le temps qu'on va se donner, qu'on va accepter pour conduire cette restauration. Donc à partir de ces indicateurs-là, on est capable d'en déduire, par exemple, la fréquence des sauvegardes et ce qu'on va en faire. Donc ça, c'est des points essentiels. Et le dernier point, on parlait tout à l'heure des environnements distribués sur les données. Très important aujourd'hui d'avoir des outils qui sont capables de découvrir l'ensemble des données. Parce que nos clients aujourd'hui sont parfois pas dans la capacité de nous donner le périmètre exact à protéger. Et donc d'avoir des outils qui concernent l'ensemble d'un tenant dans le cloud, l'ensemble d'une infrastructure on-prem, et avec des mécanismes de politique qui sont automatiquement attachés à des nouveaux workloads ou des nouvelles applications qui sont créées par les métiers, ça me paraît essentiel. Donc c'est une bonne pratique pour sécuriser les données. Alors, une bonne sécurité, ça commence normalement au début des projets, et bien intégrer la sécurité dans les projets, c'est quand même essentiel en termes d'efficacité et de coût. Comment on s'y prend, Thomas ? Comment on s'y prend? Ça, effectivement, j'appuie le constat. Il vaut mieux faire ça au début plutôt que risquer à la fin de tout refaire. Comment on le fait? À nouveau, quand on s'approche de ces métiers, de ces chefs de projet, chefs de produit, on revient, je vais être monomaniaque, je suis désolé, on revient sur l'approche par les risques. Quand j'ai un chef de produit qui vient me voir en me disant « Est-ce que tu me valides mon architecture pour le nouveau produit ?» J'en suis pas là. Il faut déjà explique-moi c'est quoi les fonctions, c'est quoi tes besoins. Peut-être qu'on va avoir besoin de déni de service, de protéger quand je dis de déni de service, pardon, peut-être protéger des données. On a des besoins différents. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est être là présent. Et comme tu disais, c'est vraiment en continu. C'est pas juste un checkbox. Au début, j'ai envoyé mon questionnaire à la cybersécurité, j'aurais posé 3 questions. Il faut être présent. Donc, il faut, nous, cyber, comprendre les métiers et comprendre les risques auxquels ils sont exposés et les métiers qui pensent à nous. C'est un combat de tous les jours qui ne nous oublie pas. Mais du coup, dans le même esprit, quand on déployait avant une application, qu'elle restait bien au chaud on-prem, si elle était farcie de vulnérabilité, c'était pas très grave. Maintenant, quand on la publie sur le web, ça se voit très vite. Du coup, quelle est la bonne démarche? Je dirais parce que bon, des codeurs qui vont coder des applications sans faille de sécurité, ça n'existe pas. Donc comment on fait pour aller à la fois répondre au business dans la rapidité de démarrage et prendre en compte ces questions de vulnérabilité dans le démarrage des applications? Ça n'existe pas, on commence à en avoir. Il faut les challenger, il faut les embarquer dès le début. Il faut surtout les garder. Il faut surtout les garder, ceux-là. Effectivement, ils sont rares et très précieux. Alors, historiquement, effectivement, on fait des tests d'intrusion, de vulnérabilité à la fin, avec toujours le risque de trouver la vulnérabilité qui remet en cause tout le produit. Mais à nouveau, il faut changer ce prisme. Donc ça, c'est beaucoup de sensibilisation et aspect humain. On dit, la cybersécurité est un sport collectif. C'est pas juste mon ennemi n'est pas les gens de mon entreprise, n'est pas le développeur. Donc j'essaie aussi de faire passer ce message. On est tous dans le même bateau. On essaie de travailler ensemble. Et je dirais, c'est un message aussi à tout l'écosystème. Je pense que tout l'écosystème doit monter. Donc effectivement, les développeurs qui font du code sécurisé, ça commence à exister. Les écoles aussi forment à cela. Mais je vais prendre le parallèle avec une voiture. Quand j'achète une voiture, j'espère qu'il y a l'ABS. En sortant de la concession, je ne vais pas tester dans un freinage d'urgence s'il y en a un. Donc, philosophiquement, j'ai du mal à me dire, une application SaaS, je vais faire un pentest pour sécuriser l'application. Non, j'achète un produit sécurisé, qui doit être sécurisé. Donc, il faut aussi que tout l'écosystème prenne ça en compte. Et nous aussi, quand on fournit un service, il faut apporter cette sécurité par défaut. Comme tu disais, maintenant, c'est de plus en plus exposé, de plus en plus de menaces. On ne peut plus se permettre de se dire... Monsieur Desgardins, vous êtes le premier en 5 ans à me demander un test d'intrusion. Je ne sais pas pour qui je ne vois pas, pour moi ou pour tous les collègues qui l'ont pris avant moi. Donc il y a vraiment ce changement de mentalité, donc cet aspect humain qu'il faut travailler avec tout notre écosystème. Ce n'est pas juste l'entreprise cliente qui va tout révolutionner, c'est tout l'écosystème qui doit avancer dans ce sens-là. J'aimerais qu'on dise un mot sur le Zero Trust avec vous, Olivier. On a énormément parlé ces dernières années, vraiment beaucoup. Un tout petit peu moins ces derniers mois, j'ai le sentiment, un tout petit peu moins. Pourquoi est-ce que c'est une approche qui reste
encore et aujourd'hui toujours valide et toujours intéressante pour les organisations? Alors ça reste une approche d'autant plus valide qu'on a toujours une adoption plus importante des solutions SaaS, des solutions cloud, on en a parlé toute cette matinée. Et puis les utilisateurs sont de toute façon restés à la fois en télétravail, sont toujours en déplacement. On a également les partenaires à reconnecter sur les solutions de l'entreprise. Donc de toute façon, cette approche Zero Trust part d'un constat qui est que tout utilisateur peut être compromis. Et donc, on va essayer de rechercher tous les signaux qui permettent de réduire le facteur de risque associé à un utilisateur, associé à son device, en utilisant des signaux parfois assez simples, comme par exemple, est-ce que l'OS est à jour? On en parlait avec NinjaOne tout à l'heure. Et puis des choses un petit peu plus compliquées, par exemple, évaluer un voyageur impossible, par exemple, quelqu'un qui était il y a 1 heure au Japon et qui se retrouve soudainement en France. Bon, ça doit lever quelques alertes. Puis il y a des choses un petit peu plus compliquées qu'on peut mettre en œuvre aussi. C'est par exemple, est-ce que cet utilisateur a l'habitude de souvent cliquer sur les mails, sur les liens qui sont compris dans les mails. Et du coup, ça peut lever une détection supplémentaire si tout d'un coup cette personne qui n'avait pas l'habitude de cliquer sur des liens de mail, tout d'un coup clique sur le lien malheureusement d'un mail de phishing. Donc on peut combiner tous ces signaux pour améliorer le score de risque ou le risque associé à un utilisateur ou à un device utilisé par un utilisateur. Thibaut, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur la question de la multiplicité des outils. On en a beaucoup parlé tout au long de cette émission. On a moins de compétences. Les compétences sont de plus en plus rares à trouver. On a du mal à garder ses propres compétences dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on gère malgré tout le très grand nombre d'outils? Tout à l'heure, on parlait, je crois, avec Adrien Merveille, de 70 outils cyber en moyenne à peu près? Non, en moyenne, c'est plus faible que ça, mais dans les plus grands groupes, effectivement, c'est pas rare de voir plus de 50 outils déployés, et parfois avec l'histoire des sets de table qui se chevauchent ou qui n'arrivent pas à se rejoindre. Bon, alors vous êtes je l'ai dit tout à l'heure, mais vous êtes notamment dans un grand groupe, Suez. On avait un de vos collègues tout à l'heure à cette même table. Comment est-ce que vous adressez cette problématique qui est critique pour le nombre de groupes? Je vais pas me faire des amis, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui achètent des produits qu'elles utilisent pas vraiment ou qu'elles utilisent pas à fond, et qu'elles devraient avant tout se recentrer sur ce qui est vraiment important pour elles et avoir des solutions qui matchent leurs problématiques et leurs vraies menaces. Je travaillais pour d'autres grands groupes précédemment et je confirme effectivement cette multiplicité d'outils dont certains sont très peu exploités ou très mal exploités. L'idée, c'est vraiment avant de vouloir acheter des nouveaux outils, déjà de se dire qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je pourrais vraiment faire mieux avec, est-ce que je peux faire mieux avec ce que j'ai déjà? Et donc après, s'arranger pour que quand on a des analystes, on les envoie pas à droite à gauche chercher de l'information, mais qu'on leur présente des informations consolidées. Quand on a un événement, on va essayer de choper beaucoup d'informations, d'enrichir un peu un ticket pour amener devant un analyste quelque chose qui est pré-mâché pour que lui ait plus qu'à utiliser son cerveau et à analyser la situation. Et ça, c'est un point qui est important. Et donc je pense qu'il faut combiner les deux. C'est réduire un peu la voilure sur les produits et se calmer. On sait que la cybersécurité, c'est un gros marché et que les éditeurs ont tous une solution vachement bien à fournir et c'est pas pour autant qu'on doit toutes les avoir chez nous. Et la deuxième étape, c'est effectivement d'essayer d'automatiser, en tout cas, et je prêche pas pour automatiser la réponse ou l'analyse, mais vraiment d'automatiser la récupération d'informations pour la présenter à un analyste qui, lui, travaille et réfléchit sur une situation donnée. Et ça, c'est un point qui est important. On veut pas que l'analyste passe ses journées à switcher d'un outil à un autre. On veut qu'il traite sur un endroit donné toutes les informations concernant une situation donnée. Et ça, c'est important. J'aimerais qu'on dise aussi un mot sur le budget. Ouais. C'est que les budgets peuvent être amenés à être restreints pour tout un tas de raisons. Comment est-ce qu'on continue à faire mieux? Allez, au moins pareil en termes de cyber avec un budget restreint. Quel choix on doit faire quand on est un CISO dans cette situation? La première étape, c'est vraiment de connaître un peu son threat model et savoir effectivement quelles sont les menaces qui nous concernent et de pas vouloir aller sur des objectifs inatteignables. L'ANSSI martèle back to basics. À un moment, on a beaucoup d'entreprises qui font pas le minimum. Elles font pas de backup, elles font pas de mise à jour. Elles s'intéressent pas à leur exposition sur Internet. Elles ont jamais fait de pentest ou quoi que ce soit. Et en fait, ces gens-là veulent quand même aller adresser des menaces extrêmement avancées, vouloir détecter de l'espionnage, vouloir faire des menaces qui sont hypothétiques à base
d'intelligence artificielle, elles se donnent des objectifs qui sont complètement réalistes. Et donc, elles sont un peu aussi biaisées par le marché de la cybersécurité. Et l'idée, c'est de se dire, bah non, moi, quel est mon problème? Encore une fois, je peux me faire un ami avec Cloudflare, mais le DDoS n'est pas une menace pour tout le monde. Quand vous avez un site web qui fait 1 million de chiffre d'affaires par minute, oui, s'il tombe pendant 10 minutes, c'est la catastrophe. Mais si c'est le site, par exemple, on a vu des conseils départementaux se faire attaquer en DDoS leur site web, quand le conseil général de l'Aude voit son site tomber pendant une demi-heure, c'est pas la fin du monde. La France n'est pas sous attaque. Il y a un peu une problématique médiatique autour de tout ça qui amplifie un peu cette menace. Mais le rôle du RSSI, qui a un budget restreint, c'est avant tout de recentrer sur ces vraies problématiques. Quelles sont ces problématiques? Et je pense qu'en 2024, ces problématiques, c'est effectivement de se dire, comment je fais pour éviter de me prendre un ransomware? Comment je fais pour éviter de me faire ficher 300 comptes par semaine sur mon Office 365, etc. Elles sont là, ces réalités. Elles sont pas sur, ok, mais moi, j'ai peut-être des Russes ou des Chinois dans mon réseau. Et oh mon Dieu, il y a des gens qui vont pouvoir se faire passer pour mon CIO avec des intelligences artificielles. C'est ça, à mon avis, le point qui est important. Je ne suis pas RSSI, mais j'ai vu beaucoup d'entreprises se disperser sur des sujets qui sont pas très pertinents pour leur propre protection. Alors Thomas, je me retourne vers toi sur cette histoire d'outils des grandes entreprises. Donc, je ne sais pas combien de dizaines d'outils sont déployés chez vous. Mais comment on conserve finalement son efficacité et sa capacité d'analyse avec tous ces outils dont on vient de rappeler qu'il était urgent de les rationaliser? Effectivement, je vais paraphraser ce qu'a dit Thibaut. Enfin, on va pas avoir les mêmes amis. Hein, effectivement, on va avoir les mêmes. J'appuie complètement. On parle. On entendait aussi checkpoint de plateformisation, de centralisation. Donc ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir. On peut plus continuer, avec cet écosystème foisonnant. On a une menace, il y a un outil qui arrive. Un acronyme supplémentaire plus rapide que je n'ai fait le POC de l'outil précédent. Donc, il y a un moment, effectivement, il faut revenir back to basics, c'est à nouveau monomaniaque, à nos risques, donc avec la menace qui va bien. Mais le point important, et je peux en parler d'expérience très douloureuse, une multiplicité d'outils, avec parfois des sets de table qui ne se recouvrent pas, ou qui se recouvrent, on est limité en ressources humaines, en capacité à faire. Donc, avoir X EDR, X antivirus, X solutions de sauvegarde, au bout d'un moment, il faut X fois le nombre de personnes pour les gérer, et ça, on ne peut plus. On est tous en tension sur nos ressources. Donc ça, malheureusement, faire plus de sécurité avec plus d'outils, non, plus d'outils parfois amène moins de sécurité, parce que les analystes n'ont que 2 yeux, et ils ne peuvent pas regarder 4 écrans en même temps, 4 consoles. Donc, le point que je martèle souvent avec les éditeurs, c'est faites de l'interconnexion, parlez entre vous, parce qu'on ne peut plus avoir un outil pour un besoin. On n'a pas assez d'analystes, aussi compétents qu'ils soient, pour tout regarder. Donc là-dessus, il faut que ce soit une démarche d'écosystème complet. Ce n'est pas nous, RSSI ou analystes, qui pouvons dire il va falloir faire des choix. J'aimerais qu'on termine cette table ronde sur un sujet que Thibaut a abordé, qui est celui de l'IA. On en parlé un tout petit peu tout à l'heure avec vous, Alain. Olivier, est-ce qu'il y a des raisons, au-delà de ce que vient d'évoquer Thibaut, des raisons supplémentaires aujourd'hui quand même de s'inquiéter vis-à-vis de l'IA, parce que les analystes nous disent et les recherches nous disent qu'il y a quand même des risques qui commencent à être tangibles. Quels sont ceux que vous commencez à observer? Ouais, alors je veux surtout pas être alarmiste ou défaitiste, ni trop enthousiaste. Il y a à la fois des côtés bénéfiques de l'IA, donc par exemple de la reconnaissance d'images, qui peuvent être très utiles par exemple pour filtrer les images lorsqu'un site, une application web doit justement recevoir des images utilisateurs, ça permet de filtrer tout le contenu qui n'a rien à voir avec le site en question. Ça a des effets bénéfiques, Adrien en parlait tout à l'heure, par exemple, un système de chat, je crois, pour amener des solutions directement dans les outils checkpoint. Mais on voit aussi que ça permet de générer des mails de phishing, des sites factices, des fake news, qui sont de plus en plus véridiques. Donc là, l'idée, c'est évidemment d'avoir des contre-mesures qui soient entraînées non pas juste peut-être sur la partie mail, si on parle de mail de phishing, mais essayer d'avoir une vision plus large que juste l'entraînement face à des mails de phishing. Donc par exemple, comprendre quelles sont les menaces actuelles sur Internet et lier ça justement au contexte des mails de phishing. Mais justement, je me tourne vers vous, Brice, quels sont ces nouveaux risques finalement? On a parlé de l'IA au service de la défense tout à l'heure. On parle d'IA au service des attaquants, mais l'IA en elle-même, elle amène forcément de nouveaux sujets. Oui,
veux pas enfoncer de porte ouverte, mais effectivement, les attaquants utilisent de plus en plus l'IA pour améliorer leurs outils. Je pense que c'est particulièrement utilisé pour les outils automatisés, de ransomware as a service et des choses comme ça. Et il y a un dernier exemple que j'ai trouvé assez intéressant, qui est pas encore utilisé, mais j'en parlais avec un client. Je sais pas si vous avez suivi, la société OpenAI a annoncé, a présenté ChatGPT avec la parole. Et donc c'est absolument impossible de distinguer un humain qui discute et ChatGPT qui discute. Donc on peut imaginer que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les attaques informatiques va aussi se répandre sur l'aspect social engineering. Donc, on peut imaginer tous ces cas-là. Alors, à nouveau, je suis parfaitement en phase avec ce que vous disiez. On est bien évidemment dans des risques hypothétiques et plutôt long terme. Il y a bien évidemment des choses très basiques à faire avant tout ça. Mais on s'en rend compte. L'intelligence artificielle contribue à enrichir la sophistication et l'efficacité des attaques cyber. Mais à l'inverse, comment chez Rubrik on utilise l'IA pour mieux protéger les données? Comme beaucoup d'autres, je pense. Il y a deux axes essentiels. On en a parlé avec Adrien et on l'a rappelé aujourd'hui. Il y a les outils d'IA génératifs qui vont contribuer à améliorer la configuration des outils. Donc ça, on l'utilise également, mais on n'est pas les seuls. C'est-à-dire d'être capable d'avoir une intelligence artificielle qui regarde les outils de sécurité, qui regarde la console, et de par sa connaissance et l'apprentissage que cette intelligence artificielle a fait sur les consoles globales de cet éditeur ou sur d'autres clients, va pouvoir faire des recommandations, identifier des zones à risque, corriger des règles de sécurité. Après, l'autonomie qu'on lui donne, c'est un autre débat, mais contribuer à améliorer l'utilisation des outils, on en a parlé, je pense que c'est essentiel. Et le deuxième point, on en a parlé aussi, à nouveau j'enfonce des portes ouvertes, c'est la capacité à reconnaître des signaux faibles ou des événements qui pourraient être des attaques cyber, des zero day, des vulnérabilités, des choses comme ça, en utilisant l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Une toute dernière question pour conclure cette table ronde et par là d'ailleurs l'émission. Certains LLM aujourd'hui peuvent s'avérer malicieux. On sait qu'on a des grands acteurs français qui proposent un certain nombre de solutions, mais on peut utiliser beaucoup de LLM. Si on n'analyse pas le risque avec eux pour reparler de ce que vous disiez à l'instant, on peut se retrouver en danger, et le SI de l'organisation en danger. Comment est-ce qu'on se protège de cette nouvelle menace quelque part? Je vais peut-être distinguer les LLM publics style Mistral AI ou Claude Anthropique ou ChatGPT dont on parlait à l'instant, et puis les LLM internes. Pour les LLM publics, déjà ça peut être pas mal d'avoir une politique d'entreprise qui encadre clairement ce qu'on est censé faire et ce qu'on a le droit de faire, et puis après essayer d'avoir des mesures de protection réellement actives. Par exemple, inciter les utilisateurs et puis vérifier que les utilisateurs des LLM publics font bien une stratégie de opt-out, c'est-à-dire que les données utilisées pour les prompts ne soient pas utilisées pour réentraîner le modèle. Éventuellement, on peut aller jusqu'à bloquer complètement l'accès à ces sites. Ça peut marcher un certain temps, mais la plupart du temps, les gens vont essayer de contourner ces barrières en passant par leur téléphone ou par un autre système. Donc là, l'idée, ce serait plus soit d'accompagner les utilisateurs de l'entreprise à créer un LLM interne avec des données évidemment anonymisées, bien encadrées, etc. Et puis également aller regarder ce qui se passe lorsque les LLM publics sont utilisés. Donc par exemple, aller voir s'il y a des données sensibles qui sont envoyées dans les prompts ou vice-versa. Est-ce que les LLM publics sont en train d'halluciner, comme le veut le terme? Est-ce qu'ils sont en train de renvoyer des données qui sont confidentielles? On a vu un exemple récent, alors là c'est plus pour influencer ou infecter les données d'entraînement avec un moteur de recherche assez récemment qui conseillait de mettre de la colle pour cuire une pizza de manière à ce qu'elle soit sticky en anglais, collante, enfin qu'elle soit toute dégoulinante. Et en fait c'était une infection des données d'entraînement qui était complètement malencontreuse, qui est visiblement héritée d'une vieille recommandation ou d'un vieux thread un peu comique sur Reddit. Bref. Prudence donc sur les LLM. Ouais, on a vu la non public. Merci messieurs, merci pour la qualité de l'échange. Merci beaucoup. Merci Alain d'avoir été avec nous ce matin. Matinée. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée. Je remercie bien sûr l'équipe technique, tous nos intervenants. Je vous donne rendez-vous le 19 juin prochain pour notre prochaine matinale où nous parlerons cette fois-ci d'excellence opérationnelle grâce à l'IT. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. I'm a cool breeze. You thought you were blind.
it's just me. And I'm on a roll. They thought I was all shook up, but I got it. Yeah, 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 yeah. And I'm on a roll.